Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du Super Enzo Show spécial interview. Aujourd'hui les amis, encore une opportunité de découvrir une personne incroyable qui a réussi à créer l'impossible là où personne ne l'attendait. Aujourd'hui on va avoir l'opportunité de rentrer dans ses baskets et de se mettre dans sa tête pour pouvoir en découvrir toutes les petites ficelles. Aujourd'hui les amis, notre invité spécial c'est Dusan, entrepreneur sur le web depuis 2008 et il va nous raconter l'intégralité de son parcours, de comment est-ce qu'il a réussi à travailler avec autant de gens et à faire autant de ventes, mais surtout il va nous parler des arnaques, des manipulations, des abus qu'il y a derrière le marketing en ligne. En effet, avec plus de 10 ans d'expérience sur internet et en connaissant les plus vieux de cette industrie, eh bien Dusan va pouvoir nous raconter des anecdotes super croustillantes. Dans cet épisode, vous allez pouvoir du coup découvrir toutes ces expériences, toutes ces anecdotes de l'expérience d'un marketeur sur internet qui a vu de tout et il va nous partager le meilleur comme le pire. Bien évidemment les amis, si vous voulez plus d'interviews de personnes inspirantes sur cette chaîne, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires juste en dessous qui est-ce que vous aimeriez découvrir en interview sur la chaîne. Bien évidemment, restez devant l'intégralité de cette interview pour me partager votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès maintenant dans l'interview. C'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes ici, vous êtes en forme, vous allez bien. Bon, vous allez bien les amis, vous êtes en forme. Bienvenue du coup dans un nouvel épisode du Super Enzo Show. Aujourd'hui on va parler du coup des coulisses du marketing et du business en ligne. J'ai plein de questions hyper croustillantes à poser à mon invité. Alors des questions par exemple comme... allez, dis-nous un petit peu les scams, les pratiques douteuses réalisées dans le marketing en ligne et puis s'il a participé ou non à ce type de pratiques, ça m'intéresse beaucoup. Un peu après 10 ans à te former avec les meilleurs, à bosser avec les meilleurs, qu'est-ce que tu as appris? Donne-nous un peu des pépites. L'évolution du marketing sur Internet, notre invité aujourd'hui a commencé en 2008 et donc du coup j'imagine qu'il a dû voir une certaine évolution du marketing. On va pouvoir lui poser ces questions-là. Et également, le domaine, s'il y a un domaine à maîtriser dans le marketing sur Internet pour réussir, quel est-il? Puis la question que vous attendez tous, c'est combien gagne un marketeur sur Internet, bien évidemment. On va parler de tout ça les amis, on va pas parler de tout ça avec n'importe qui. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dusan et il arrive directement avec nous. Je compte sur vous pour lui faire un tonnerre d'applaudissements, de mettre plein de clap virtuels et d'accueillir avec nous Dusan. Salut Dusan, tu es en ligne. Hello tout le monde, salut Enzo, ça me fait super plaisir d'être là. Comment tu vas? Impeccable, très bien, dans ces temps troublés, ouais, la super forme. Ouais, dans ces temps troublés, effectivement, comment ça se passe pour toi le confinement? En fait, moi, je travaille comme la plupart des infopreneurs, entrepreneurs en ligne, je travaille depuis n'importe où. Enfin, j'ai un bureau chez moi, par exemple. Donc, c'est vrai qu'au début, les gens étaient là, ouais, la pandémie. J'étais là, quelle pandémie? Parce que ça m'a pas fait une énorme différence en termes de ma vie de tous les jours. À part le fait qu'on peut pas sortir boire des verres et des trucs comme ça c'est toujours dommage. Mais autrement, non, ça m'a pas trop affecté. Mais ça m'a affecté au niveau business dans le sens où j'enseigne le marketing et mes clients entrepreneurs, j'ai ressenti chez eux une énorme demande, une énorme panique. Tout est différent maintenant, tout est en train de changer, comment on se prépare, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc en fait, cette crise, elle m'a fait bosser 3 fois plus qu'avant pour pouvoir aider tous ces gens-là, essayer de guider un peu. D'autant plus que j'ai déjà vécu d'autres crises en tant que marketeur Internet en 2008, 2008 et années suivantes. Et du coup, c'est super stimulant parce que je me sens utile, je peux vraiment apporter quelque chose aux gens qui sont vraiment en stress maintenant. Et puis, accessoirement, ça a aussi été très bien pour mon chiffre d'affaires parce que plus tu aides les gens, plus tu gagnes toi-même. Donc, c'était une bonne période pour moi, on va dire. On va pouvoir reparler de tout ça du coup dans cette interview. Merci à toi Dusan d'être avec nous en tout cas. Tu as démarré en 2008, tu dis sur ton site internet avoir accompagné plus de 20 000 entrepreneurs. Est-ce que tu as une idée du chiffre d'affaires que tu as généré pour toi ou pour tes clients en tant que marketeur en accompagnement? On parle en millions, on parle en dizaines de millions. Est-ce que tu as une idée ou pas du tout?
C'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça comme ça exactement parce qu'en fait j'ai des clients qui sont des purs débutants, c'est-à-dire j'ai des gens que j'accompagne dans la conception de leur projet, que j'accompagne à lancer. J'ai d'autres clients qui sont déjà des multimillionnaires et que j'aide plutôt dans des micro-optimisations, optimisation des entonnoirs de vente, scaling, des choses comme ça. Donc franchement, c'est difficile d'estimer. Tu t'es jamais posé sur ce chiffre? Je me suis jamais posé sur ce chiffre parce que pour moi, c'est vraiment chaque cas est tellement différent. J'arriverai pas à faire une moyenne comme ça, mais je pense que ça doit clairement se compter en millions, voire en dizaines, ouais, clairement en dizaines de millions, je pense. Ok, super. Bon, en tout cas, merci à toi d'être avec nous. Et si vous ne connaissez pas Dushan, ben, pratiquement, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Dushan fait partie de ces marketeurs un peu underground, un peu en background, qui sont là à tirer les ficelles un petit peu des business en arrière. Et justement, c'est pour ça que je suis très content de le recevoir aujourd'hui. J'ai rencontré Dushan à un de mes ateliers en Suisse. Quand on a fait une tournée de conférences et du coup j'ai eu la chance de découvrir Dushan et vous allez voir que c'est comme on les appelle un papa du marketing, des gens qui sont là depuis tout le temps pratiquement, depuis que vous connaissez le marketing en ligne mais que vous ne voyez pas forcément. Et aujourd'hui on va avoir l'opportunité avec lui d'aller justement en profondeur et à l'intérieur un petit peu dans tout ça, et effectivement avec nos quelques petites questions piquantes dédiées à ce qui se passe vraiment dans les coulisses du web marketing. En tout cas, l'interview de Dushan en direct sur le Super Enzo Show, c'est parti, on commence. Dushan, on va démarrer tout de suite avec quelques petites questions ouvertes. L'objectif, c'est que t'es là, on est tranquille, on est à la maison, on est entre nous. Les mots-clés de nos interviews, c'est l'authenticité, c'est la réalité de ce qui se passe dans les coulisses. Donc, tranquille, tu vois. Et puis, je vais te poser des questions assez rapidement et tu me dis la première chose qui te passe par la tête. Ok? T'es avec moi? Ok. C'est parti. Alors du coup, Dushan, blonde ou brune? Brune. Les femmes ou les bières? Les deux. C'est quoi le meilleur pays où vivre, Dushan? La Suisse, Israël, Los Angeles et la République tchèque. Ah, carrément 4. On a un choix, on a un bundle. C'est impossible de choisir entre ces 4. Quel est le salaire idéal, Dushan, pour toi? Celui qui te permet de faire ce que tu veux maintenant et ce que tu voudras faire dans 10 ans. Ok. Quel est ton super-héros préféré à toi? S'il y en avait un, ça serait qui? Ça c'est une bonne question. J'y ai jamais pensé. En fait, je connais rien. Je connais vraiment très peu les comics. Donc, si tu me parles de super-héros de comics. Non, je te parle de super-héros tout court. Si toi, par exemple, le super-héros, ça représente à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, vas-y, partage-le nous. Moi, je suis assez à fond dans tout ce qui est cinéma japonais et l'histoire du Japon. Donc, un de mes héros, c'est Miyamoto Musashi. C'était un grand maître de sabre japonais. Et ben voilà. Donc, ton super héros, il y a eu un héros, manga là-dessus, film, voilà. Exactement. Parfait. Je suis sûr que ça va parler à plein de gens de l'audience. En tout cas, moi, j'ai quasiment été élevé par les mangas. Ah voilà, excellent. Bah, tu connais le Vagabond, c'est ça? Kenshin le Vagabond? Pas Kenshin le Vagabond, c'est celui qui s'appelle juste Vagabond. Ah non, je connais pas ce manga. Ok. J'ai beaucoup lu et regardé Kenshin du coup, que j'ai beaucoup aimé. C'est sympa, ouais. 458 ou 806? 806. Pourquoi? Parce que c'est plus grand. Ok. Les vacances de rêve, elles sont où et elles ressemblent à quoi pour toi, Dushan? Ça dépend à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, les vacances de rêve, ça peut aussi bien être d'être en mode fiesta dans une grande ville comme Los Angeles ou Bangkok. Ça peut être d'être dans la savane africaine à faire des stages anti-braconnage comme j'ai fait l'année passée. Ou ça peut être d'être sur une petite île grecque planquée dans un coin juste à boire du bon vin, manger, lire et glander finalement. Pour moi, les trois sont possibles. Eh bien les amis, en tout cas, on est dans le Super Enzo Show, on est avec Dushan et c'est parti pour l'interview de Dushan, générique. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. C'est la dernière phrase de mon générique. Est-ce que cette phrase, elle te parle à toi, Dushan? Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Exactement. Oui, ça me parle parce que mes clients sont toujours confrontés à ça. C'est-à-dire, j'ai une vie, j'ai une expertise, j'ai des trucs à apporter, j'ai des trucs à dire.
Mais quand je dois communiquer tout ça auprès du monde extérieur, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre, je suis face à une page blanche. Exactement. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes, c'est que les gens, ils ont une spécialité, une expertise, mais il leur manque la deuxième casquette qui est celle de marketeur, de communicant, pour que cette expertise elle puisse vraiment toucher un maximum de monde. Et là, souvent, c'est normal, c'est pas leur métier, c'est pas leur spécialité. Et c'est vrai que souvent, il y a un gros problème au début pour savoir finalement comment est-ce que je communique tous les trucs géniaux que je fais, tous les trucs géniaux que je peux apporter, comment est-ce que je les communique pour que ça parle aux gens et que les gens ils m'accordent un petit peu d'attention. Exactement. Parce que on est en guerre pour l'attention en ligne, donc c'est vraiment le challenge. Et le chat, vous, comment vous allez en ce lundi? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous allez bien? Là, on va se connecter du coup au chat. Alors hop, si je partage ici, on vous voit. Salut Rémi, salut Alicia, salut Rudy, salut Souli, salut Nino, salut Alicia encore. Salut Jacob. Faites un petit message là, dites-nous coucou, dites-nous bonjour. J'espère que vous allez bien et que... Ok, petit bug technique. Ils sont là. On est de retour. Hop, 1, 2, 3, soleil. On est de retour. Oui, on est de retour. Ok. C'est bon, tu m'entends bien? Ouais. Yes. Ok. Et donc, du coup, comment allez-vous là? Faites-nous un petit coucou dans le chat. Salut à Karine qui vient de réagir avec nous. J'espère que vous allez bien. Et puis, dites-nous si vous êtes enthousiasmé à l'idée de découvrir là toutes ces petites pépites marketing que Dushan a à nous proposer. Faites-nous un petit coucou dans le chat. Alors, on est parti. On attaque notre petite question. Je prends quand même ma petite besace, j'allais dire, ma petite questionnaire secret, celle que les entrepreneurs avant de venir sur ce live, ils rêvent de ces questions Dushan. Ils ont peur à chaque fois savoir à quelle sauce est-ce qu'ils vont être mangés, tu vois. Et donc du coup voilà, ça y est, je les ai avec moi. Bon. Rapidement. Donc tu as été très discret sur ce que tu allais me dire, donc là je suis vraiment sans filet, je me réjouis. Ah complètement, ouais, c'est l'idée. Alors bon, sans filet pas vraiment, hein. Si tu avais regardé quelques-unes avant, aujourd'hui on est toujours dans une trame qui est assez similaire, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas préparé cette interview et on veut la faire justement la plus directe possible. Alors avant de rentrer du coup dans nos petites questions sur les coulisses, ce que tu as appris en 10 ans en travaillant avec les meilleurs ou encore les petites escroqueries montées par nos amis marketeurs, rapidement Dushan, présente-toi, dis un petit peu à l'audience qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais un peu plus en détail. Alors, je m'appelle Dushan, je viens de Suisse. J'ai une formation un peu atypique parce que avant d'être dans le domaine du marketing, de l'entrepreneuriat, j'étais à l'université en philosophie. J'ai étudié la philosophie et la psychologie. Alors, il y a ce gag, on dit que la philosophie c'est super parce que tu peux avoir des pensées très profondes sur le fait d'être au chômage. Mais c'était pas exactement ça. Mais en fait, quand j'ai été encore dans mes études, j'ai été pris de passion pour Internet et pour la communication sur Internet. J'ai toujours ressenti qu'Internet c'était un moyen incroyable de diffuser ses idées, de diffuser de l'information, de persuader, d'attirer l'attention, etc. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, aussi bien les aspects techniques, genre j'ai appris à faire des sites quand c'était encore tout du HTML tout pourri. J'ai fait mon premier site bien avant, etc. Et en fait, pendant que j'étais dans ces études, il y a des gens qui venaient me demander « Hey, toi, tu t'y connais dans tous ces trucs, tu peux pas m'aider parce qu'il faut faire ci ou ça. » Et en fait, quand j'ai commencé à réaliser que ce que j'étais sûr par rapport à mes études, c'est que je voulais surtout pas finir ma vie et faire ma carrière dans ce domaine-là, dans l'académisme, dans la philosophie ou dans l'enseignement. Okay. Eh bien, j'ai eu ces gens qui sont venus me dire « Hey, toi, tu as l'air bon là-dedans, tu peux pas nous aider, on a besoin de ci et ça. Okay. » Et donc, je me gagnais un petit peu d'argent de poche, en fait, comme ça, simplement pendant mes études. Et donc c'était quoi? C'était plutôt de la création de sites ou c'était plutôt Ouais, en fait à l'époque, vu qu'il y avait aucun de ces métiers n'existait encore, la différence entre l'aspect technique et l'aspect disons stratégie, communication, c'était pas du tout quelque chose de clair, ni pour les gens ni même pour moi. C'était un peu tout ensemble, quoi. C'était la personne qui faisait le site qui devait savoir en gros comment on communique dessus. Et donc moi j'essayais de par un peu mon expérience en langage, en philosophie, etc., de guider aussi la communication, parce que moi, ma passion principale, c'était toujours la communication et la persuasion. Mais voilà, la technique, je le faisais aussi, parce que il fallait tout faire à l'époque. Il n'y avait pas encore de métiers différents maintenant, quoi.
Et du coup, bah, j'en ai fait quelques-uns, j'ai commencé à prendre de l'ampleur, et puis après, je me suis dit, vu que j'étais un peu un croisement dans ma vie, je me suis dit, c'est soit je vais dans cette voie, c'est la voie toute tracée pour moi, c'est-à-dire j'ai fini mes études, j'ai fait mon master, blablabla, et je vais être malheureux, tout simplement. Soit je vais dans cette nouvelle voie qui semble comme me tirer. Et du coup, bah, vu que j'ai déjà des gens qui me demandent de l'aide, je peux probablement réussir à faire un truc pas trop mauvais si je me forme un peu mieux et que je me lance. Deviens professionnel quoi, sur le truc. Exactement. C'était en 2008, du coup, c'est ça, Dushan Ça, c'était avant. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quoi, du coup, le marketing à cette époque-là? En fait, le marketing. Alors, faut bien savoir que quand j'ai commencé, j'étais pas encore spécialiste du marketing. J'étais un peu un bricoleur. J'avais des bonnes connaissances, mais j'étais pas dans une position de vraiment parler de marketing. Je faisais des sites, je pouvais un peu aider sur la com, mais j'avais pas toute cette stratégie que j'ai maintenant, toute cette logique de système, d'entonnoir de vente, de trucs comme ça. Mais à l'époque, il y avait pas ça. À l'époque, si tu veux, tu pouvais envoyer du trafic avec AdWords. Sur une page toute pourrie qui faisait n'importe quoi. Et puis, tu pouvais gagner de l'argent en affiliation. C'est-à-dire que tu pouvais être rentable en payant ton trafic, en envoyant sur une page toute pourrie qui recommandait un autre produit sur lequel tu touchais genre 20-30% de commission et tu étais quand même rentable. Donc, c'était une période, en fait, en gros, ce qui a changé par rapport à maintenant, c'est que tu pouvais faire à peu près n'importe quoi. Et gagner de l'argent. Et tu étais quand même rentable. Malheureusement pour moi, j'avais juste pas assez de connaissances pointues à ce moment-là pour vraiment exploiter ça. En fait, moi, je suis arrivé à la fin de cette période de Far West, en fait, moi, je suis arrivé à la fin du Wild West du marketing Internet, en fait. Ok, quand tu es arrivé, ça commençait déjà un peu à se professionnaliser, etc. C'est ça? C'est ça, ouais. L'Eldorado, l'argent facile, c'était un tout petit peu plus compliqué quand je suis arrivé. Ouais, bon, ça marche bien quand même. Du coup, depuis le 2008, tu vis complètement de ton activité de marketeur en consultant. Tu as développé tes propres sites, tes propres produits et également tu as poussé les produits d'autres personnes, c'est ça? Et puis, tout va bien pour toi depuis lors, quoi. C'est ça l'idée? Exactement. C'est une décision que j'ai jamais regrettée parce que ça m'a donné l'indépendance qu'il me fallait, en fait. Et ça me permet d'être créatif, ça me permet d'apporter de la valeur, d'aider les gens. Et puis d'être bien payé, d'être stimulé intellectuellement, ce qui est aussi important pour moi. Ok. Quel est ton super pouvoir du coup à toi si effectivement un de tes héros favoris c'est ce samouraï vagabond, toi Dushan, c'est quoi si tu devais te caractériser comme un super héros, c'est quoi ton super pouvoir? Mon super pouvoir, je dirais que c'est la persuasion alignée, c'est-à-dire le fait d'arriver à persuader les gens et d'apprendre à d'autres personnes à le faire, tout en restant toujours aligné avec leurs valeurs. Donc pas en mode marchand de tapis, tu vois, en mode marchand de voitures d'occasion qui vendrait sa mère pour 1% de conversion en plus, vraiment en mode aligné. Et je pense que mon super pouvoir, c'est d'abord d'avoir appris à le faire moi et aussi d'arriver à le transmettre à des entrepreneurs qui veulent pas faire des compromis avec leurs valeurs et de le transmettre extrêmement vite. Ouais, donc finalement, ta zone de génie aujourd'hui, c'est de savoir vendre sans faire vendeur de voitures d'occasion et puis de savoir le transmettre. Du coup, les gens que tu accompagnes, principalement, c'est des gens qui ont une expertise qui est hors de la vente ou du marketing et que tu aides à commercialiser leur savoir, c'est ça? Exactement. La plupart de mes clients sont des experts de très haut niveau, mais qui se sentent pas reconnus à leur juste valeur parce que voilà, ils étaient experts de haut niveau, mais en mode hors ligne, par exemple, ou un petit peu en ligne. Et puis tout d'un coup, ils se rendent compte, bah tiens, il y a des petits jeunes qui sont meilleurs avec Internet et qui ont des meilleurs résultats que moi. Pourtant, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis le plus grand expert en francophonie de tel domaine. Mais j'ai pas les outils. Connaître, ouais. Exactement, ouais. Exactement. Et c'est pas comme ça que t'as commencé. Ça a été quoi tes premiers petits business sur Internet à toi? Ah là, c'est pour le bêtisier. Le premier truc que j'ai sorti, c'était en 2008 ou 2009. C'était un site qui s'appelait la boîte à outils du marketing Internet. Où en fait, j'avais l'idée sur la base, elle était bonne sur le papier, c'est-à-dire de faire des chroniques objectives de tous les outils, formations, etc. autour du milieu du marketing Internet. Ce qui encore aujourd'hui se fait, fonctionne très bien dans plein de domaines. Exactement. Ouais. Sauf qu'à l'époque, voilà, j'avais bon, c'était très pourri mon site. Je crois qu'il existe encore dans les archives, mais c'est un truc abominable quoi, que j'ai fait en HTML, tout codé moi-même et tout. C'est le genre de truc où tu fais une erreur sur un menu d'une page et puis tu dois le changer sur les 40 pages du site parce que c'était pas terrible.
Mais j'avais quand même fait ce truc. Je me rappelle que j'avais contacté les deux plus grands marketeurs de l'époque, Didier Bonneville-Roussier et Christian Godefroy, qui étaient les deux premiers à avoir en gros inventé le marketing internet francophone, on va dire, en tout cas l'avoir importé des États-Unis. Et je les ai contactés pour dire hey, salut, j'ai lancé un site et puis j'aimerais bien parler de vos produits dedans. Est-ce que vous serez d'accord de m'envoyer du trafic en échange? Enfin, j'ai commencé à essayer de faire un peu des partenariats. Et à l'époque, c'est rigolo, Didier Bonneville m'avait envoyé promener, il m'a dit oh, tu sais, on pourrait t'envoyer tellement de trafic qu'on ferait sauter ton serveur, donc je crois que t'es pas encore prêt, genre c'était un peu, reviens plus tard, gamin. Et Christian Godefroy, étonnamment, il était un peu plus, il était cool, il m'a dit ouais, c'est bien que tu commences, félicitations et tout ça. Et en fait, pour la petite histoire, c'est devenu mon mentor, donc Christian Godefroy, il était considéré comme le plus grand copywriter du monde, en tout cas du monde francophone. Et puis, grâce à ce premier site tout pourri, ça m'a permis d'amorcer un rapprochement qui a fait que finalement, je suis devenu son élève en copywriting. Et donc, le copywriting, c'est la persuasion par les mots. Donc, ça, on est dans mon super pouvoir et probablement que c'est clairement grâce à lui que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui à ce niveau-là. Et puis, Didier Bonneville, qui m'avait envoyé promener à l'époque, plus tard, on s'est rapprochés, on a fait du boulot ensemble et maintenant, c'est devenu un très, très bon ami. Et un de mes principaux partenaires en fait. C'est beau. Effectivement, c'était le moment où tu pouvais discuter avec ton mentor en direct par email et il te répondait. C'était encore à cette époque-là, quoi. Exactement. Et du coup, comment tu as découvert ton super pouvoir? Eh bien, tu viens de nous le partager. Et finalement, c'est en faisant des choses en fait que tu as découvert ce qui marchait pour toi ou ce que tu avais envie de faire, quoi. Et aussi, il y a un truc, c'est que tu cherches toujours, tu sais, un point commun, un dénominateur commun entre toutes tes passions. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très passionné par beaucoup de choses, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. Je pense que t'es pareil aussi un peu. Et tu sais, quand t'as plein de sujets qui t'intéressent et tout, le problème, c'est que tu peux être un peu un touche-à-tout. Et ça, c'est pas génial en business. T'as besoin d'avoir un truc, tu vois, ton super pouvoir, comme tu dis. Et du coup, tu cherches un peu le dénominateur commun de tout ce que tu fais. Parce que j'ai fait à peu près tout. À l'époque, il n'y avait pas de spécialisation en marketing Internet. En 2008, 2009, 2010, tu devais savoir faire du marketing par email, du contenu, du trafic payant, du copywriting, tout. Exactement. Ouais. Mais en fait, j'ai découvert que, et ça c'est beaucoup plus récent, mais que vraiment le dénominateur commun, le point commun de tout ce que je fais, c'est la persuasion. C'est-à-dire que je m'en fous que ce soit de la persuasion par email, de la persuasion sur la base d'une vidéo, de la persuasion sur la base de trucs très subtils comme ça. Mais c'est toujours la persuasion et ça c'est en fait ce qui revient à travers les différents contenus, quoi. Exactement. Et c'est ce qui revient aussi dans mon parcours entre mon intérêt pour la philosophie, la psychologie, l'hypnose, la PNL, le mentalisme et tous ces trucs en fait. Donc voilà. Bouchon, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Alors, parce que j'ai l'impression, l'idée c'est toujours, il y a toujours l'idée de l'argent, évidemment, tu veux pouvoir vivre, mais il y a aussi l'idée de l'impact. Et en fait, j'ai l'impression que justement, ma manière la plus forte d'apporter un impact, c'est d'aider d'autres personnes à avoir un impact. C'est-à-dire que moi tout seul, si je fais mon petit truc dans mon coin, je vais avoir un petit impact. Mais en aidant d'autres experts qui ont une expertise solide dans des domaines très différents, santé, business, spiritualité, invention. J'ai des inventeurs qui inventent des produits, tu vois, qui changent concrètement, qui sont plus écolos, des trucs comme ça. Et en fait, en aidant tous ces clients, tous ces gens brillants à avoir eux de l'impact, eh bien, une petite partie de cet impact vient de moi. Donc en fait, ça me permet de démultiplier mon impact. D'araignée, quoi. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Je me suis dit que je pourrais avoir plus d'impact en aidant d'autres personnes à avoir de l'impact qu'en faisant juste un petit business dans mon coin. Et comment ça te fait te sentir, du coup, tu sais, il y a beaucoup de théories sur le sujet, Start with the Why, etc., de Simon Sinek, par exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, peut-être, qui nous suivent, là, maintenant, tout de suite, qui se disent, pour moi, j'ai pas ce grand why, ce grand pourquoi, ce truc qui fait que je me lève le matin, ce truc qui me donne le palpitant, etc. Faire du marketing et vendre des produits, c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde. Et pourtant, ça peut l'être, ça peut le devenir, ou c'est une perception qu'on peut développer. Ce serait quoi, à toi, ton truc, ton pourquoi? Donc, tu nous as déjà parlé d'impact, de pouvoir impacter, de pouvoir toucher, mais pourquoi finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Ouais, c'est une bonne question. Ah En oui, fait, c'est une question un peu petite, poussif, je suis d'accord avec toi. j'aime bien, ça me rappelle la philo, ces questions. Mais tout d'abord, une petite chose, c'est que ce why dont j'ai parlé, c'est-à-dire la volonté d'avoir un impact plus grand, etc., c'est un truc qui date que j'ai trouvé, que j'ai commencé à sentir il y a 2-3 ans, tu vois. C'est pas un truc qui date du début de ma carrière. J'aimerais bien pouvoir avoir une histoire du genre, j'ai toujours su que blablabla, mais j'ai toujours su que dalle. Donc, en fait, à la base, et d'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais aussi aux gens qui sont dans cette situation dont tu parles, c'est-à-dire, j'ai pas encore trouvé mon why, je sais pas exactement. C'est que je pense que t'as pas besoin de ton why pour commencer. T'as besoin de ton why pour aller, t'as besoin de ton pourquoi pour aller au plus haut niveau que tu peux et garder ta motivation sur le long terme. Mais moi, j'ai commencé pour 2 raisons. J'ai commencé parce que premièrement, c'était la moins pire de toutes les solutions possibles. C'était moins pire pour moi que de devenir prof de philo, de devenir académicien. Donc, c'était de la survie, en fait. Si je veux pas péter les plombs, il faut que je fasse ça parce que c'est le moins pire scénario possible. Et après, le deuxième truc, c'est que quand tu es bon dans ce que tu fais, tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Tu fais ce que tu fais parce que tu es bon là-dedans. Okay. Et il y a énormément de gens qui te disent ça, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que je suis bon. Ouais, mais c'est pas une raison dans un sens. Mais oui, quand même, parce que on se sent plus valorisé quand on fait ce dans quoi on est bon. Et donc voilà, mon why, c'est-à-dire il a évolué de genre c'est la moins pire alternative à je le fais parce que j'aime ça et que je suis bon, à maintenant une réflexion sur un peu plus large sur l'impact. Et je pense que ma mission, c'est que la vente, le marketing, c'est le moteur de tout en fait, parce qu'aucune bonne idée n'aura d'impact s'il n'y a pas du marketing et de la vente autour. Et du coup, pour que plus de bonnes idées aient de l'impact, il faut casser cette association du marketing avec quelque chose de sale, de manipulateur, tu vois, avec la persuasion. La persuasion, c'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui est associé à des mauvaises choses. Et tant qu'on ne casse pas cette image-là, et tant qu'on ne montre pas qu'on peut faire de la persuasion qui est en mode win-win, qui est éthique, qui est aligné avec ses valeurs, comme je le dis, eh bien, on va priver entre guillemets l'univers, le monde, de beaucoup de bonnes idées, juste parce que les gens n'oseront pas et ne sauront pas comment les diffuser plus loin. Merci. Merci. Ça me parle, c'est intéressant. On voit que tu as réfléchi avec une vision très à la troisième personne de la chose, et justement on voit peut-être un peu le background philosophique de tout ça. Mais effectivement, quand tu enlèves cette image de vendeur de tapis ou d'arnaqueur ou de marketeur qui abuse et qui va toujours trop loin, mais en fait quand tu commences à voir le marketing ou la vente comme étant le moyen pour réussir à faire que ton client star, ton client type, la personne à qui ton produit peut servir, découvre ton produit et l'achète, en gros, ta mission, et ça c'est un truc qu'on m'a dit au tout début et je l'ai jamais compris en fait. J'ai cru que c'était c'est du marketing, c'est poussif et that's it. Mais c'est un truc que j'ai compris il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'en gros, si tu es sûr et certain que ton produit il peut vraiment aider ton avatar cible, que tu as vraiment défini cet avatar cible, en fait ta mission c'est de tout faire pour que le mec il achète en fait. Absolument. Ce que je dis souvent, c'est criminel de ne pas le faire. C'est criminel de ne pas le faire. Ouais. Et quand tu es connecté à ça, tu repousses pas mal de limites, tu repousses pas mal de bords. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? On a Benox qui nous dit sur Twitch que éthique et vente, ça marche pas ensemble. Justement, c'est un peu tout le sujet du live de ce jour en tout cas. Et merci à Dushan de venir partager avec nous. On va tout de suite attaquer du coup la partie 2, le round 2 déjà, on est déjà au round 2 de notre émission, et donc on est avec Dushan et on parle du coup d'éthique, de vente et de marketing. Avant de lui poser la question sur les pratiques un peu salaces du milieu, on attaque tout de suite le round 2, bien évidemment, si je trouve le petit teasing, exactement. On est de retour. Alors attends, on va quand même essayer de lancer le générique correctement. Hop. Non. Non, il n'y a pas l'air que ça marche le générique. Dites-moi dans le chat là les amis si le générique il bug ou pas. En tout cas vous l'avez compris, c'est le round 2. On est aujourd'hui avec Dushan, on parle d'éthique, de marketing et de vente.
Et si vous voulez en savoir plus, les amis, Millionaire Mindset, c'est l'heure de l'instant publicité. Millionaire Mindset, il est disponible dans les commentaires juste en dessous, c'est mon bouquin. Je vous parle de comment est-ce que j'ai quitté mon job, créé un business et fait le tour du monde en 1 an. C'est toutes les pépites que vous devez vraiment découvrir si vous vous lancez aujourd'hui dans le business ou si vous voulez bien créer un business qui soit justement au service de votre liberté et notamment géographique. Je vous partage vraiment les vraies étapes qui sont passées dans ma tête, ce que les autres vous racontent pas sur internet. Tout ça, c'est dans le bouquin. Ça coûte rien, il n'y a pas de marge dessus. C'est juste que pour envoyer un bouquin qui fait 350 pages en France, ça coûte super cher. Regardez jusqu'en dessous, ça coûte 13 € et vous recevez ça dans la semaine. Dusan, du coup, on attaque notre round numéro 2. Et avant de parler de toutes ces pratiques éthiques moyennement discutables, c'est quoi à toi tes plus grosses galères que personne n'est au courant? Tes petits secrets à la Bruce Wayne, ton petit côté Batman que tu racontes à personne, les trucs dont on n'est pas forcément fier de parler sur Instagram, tu vois. Les dernières en date. La phase d'ombre du personnage. Ouais, la phase d'ombre chez tout le monde, mais donc personne n'ose parler, tu vois. Ouais. Bon, il y a des trucs un peu évidents dans lesquels je pourrais me réfugier, du genre les conneries, les petites bêtises que tu fais quand tu travailles sur un lancement où tu dors en moyenne 3 heures par nuit depuis une semaine, et puis tu envoies le mail à un fichier de genre 400 000 personnes, et puis tu te réalises que tu as oublié de mettre le bouton sur la page de capture. Genre, t'envoies le mail, les gens ils reçoivent, ils cliquent, ils sont contents et tout, et puis tout d'un coup tu reçois des trucs, mais il y a pas de bouton en fait, et tu réalises que tu as oublié je peux pas acheter en fait. Exactement. J'ai envie d'acheter mais je peux pas acheter. Et ça, c'est un truc que j'ai fait, c'est vraiment une connerie que j'ai fait. Pour ma défense, le jour d'avant, je m'étais pris une commotion, je fais du Krav Maga en fait, et je m'étais pris un gros coup sur la tête au Krav Maga, donc je pense que j'étais pas super lucide, mais enfin voilà, loi de Murphy. Et c'est vraiment con, quoi, parce que quand on envoie un mail à 400 000 personnes, tu peux pas, tu sais que même si tu renvoies un mail le lendemain en disant « Oh, désolé, j'ai oublié le bouton », bah, c'est 50% de tes ventes qui sont dégagées, quoi. Donc, ça, et justement, du coup, c'est OK quand on a 10 ans de marketing dans les pattes de encore faire des conneries comme ça. Est-ce que ça t'arrive encore? Et qu'est-ce que tu fais pour que ça t'arrive plus? Alors, je pense que si c'est OK, pourquoi pas? Qui dirait que c'est pas OK? Qui aurait, tu vois, cette prétention-là? Non, bien sûr, c'est OK, mais c'est mieux de pas le faire, évidemment. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que, à chaque fois que tu fais une connerie comme ça, tu mets en place des procédures, tu mets en place des systèmes pour éviter. Donc maintenant, quand je fais un lancement, j'ai une checklist, comme les pilotes d'avion, tu sais. Parce que les pilotes d'avion, c'est pas OK s'ils crashent leur avion. Donc, ils sont obligés d'avoir une checklist. Et le fait d'utiliser des checklists pour les trucs sensibles comme ça, même si ça paraît débile, parce que là je l'ai fait 100 fois, je sais comment ça marche, mais tu suis la checklist, et dans ma checklist il y a est-ce que, espèce de gros débile, t'as bien mis le bouton? Est-ce que le lien amène vers une 404 ou pas? Ça m'est arrivé des dizaines de fois, hein, les amis, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Si aujourd'hui vous êtes là en train de lancer vos premières offres, au contraire ça fait 10 ans que vous faites du market, je pense que c'est quelque chose qui vous arrive peut-être même encore. Et effectivement, la solution que j'ai trouvée aussi, c'est d'avoir systématiquement déjà un temps de relecture, arrêter de faire les trucs à l'arrache en dernière minute, et puis effectivement toujours tester, toujours s'envoyer un email à soi-même, tester les liens avant. J'ai un problème par exemple récemment, tu sais, c'est que je fais un peu de publicité Facebook, bien évidemment, comme tout bon marketeur, et quand tu mets tu sais, moi j'ai des liens en fait qui amènent vers le WordPress, et puis le WordPress redirige, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu mets ton lien sur Facebook avec ce lien WordPress qui va du coup être redirigé, comme Facebook va ajouter un suffixe, eh bien, la redirection ne se fait pas. Et donc, j'ai dépensé des centaines d'euros, des centaines, peut-être même des milliers d'euros sur des liens qui ne redirigeaient nulle part. Ouais. Et en plus, ils te comptent quand même les clics, donc tu t'en rends pas compte, quoi. Donc, puis tu payes, ouais. Tout va bien. C'est quoi les... On a un message dans le chat qui dit est-ce que les marketeurs sont tous juifs? C'est un sondage, il faudrait le faire. En tout cas, moi je suis pas juif, je sais pas pour toi. Et moi non plus. Ça fait déjà 2. Est-ce que tu as une autre galère comme ça à nous partager? Parce que tu disais, ça c'est un petit peu les bêtises que tu pourrais partager facilement, mais j'imagine que tu en as préparé une du coup un peu plus dure à nous partager. En fait, c'est pas vraiment une galère, mais c'est plutôt un moment où c'est mon côté obscur de la force, on va dire.
C'est que voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas le droit de le faire tout simplement sous contrat, mais j'ai bossé dans un domaine du marketing un peu plus dans mes débuts qui est le domaine de la e-réputation. Donc comment en fait tu vas créer, protéger et parfois attaquer des réputations sur Internet. Donc ça c'est vraiment, on est vraiment dans le côté obscur. Ça peut impliquer la manipulation des médias, ça peut impliquer voilà des techniques. C'est manipuler Google pour que quand tu tapes le nom de quelqu'un, ça soit les bons articles qui sortent et pas les mauvais, quoi. Clairement. Voilà, ça c'est la base. Et après, parfois, c'est aussi manipuler Google pour que quand un concurrent est là, ce soit les mauvais articles qui sortent. Donc voilà, j'ai pas fait des trucs trop chelous, mais le domaine lui-même est quand même un peu chelou, quoi. Et du coup, justement, est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de faire des choses, t'étais pas vraiment en adéquation avec ce que tu faisais pour gagner ta vie? Ouais, clairement, ouais. Parce que quand tu démarres et puis que tu dis purée, comment je vais faire pour payer mes factures et puis je suis dans la merde et puis si j'ai pas X milliers d'euros à la fin du mois, qu'est-ce que je fais, tu vois? En plus, je sais pas comment ça marche en France, mais en Suisse, quand tu es indépendant, t'as pas le droit au chômage. Donc, en gros, si tu coules et que tu peux pas payer tes factures, t'es vraiment genre presque sans filet, t'es vraiment genre limite à la rue. Donc, il y avait un sacré stress et tout. Donc, évidemment, quand tu as tout d'un coup un client qui te propose des sommes importantes pour faire des trucs, évidemment, tu dis oui. Tu vois, même si t'es pas aligné avec ton éthique, la survie passe avant, tu dis oui. Et puis après, tu le regrettes encore et encore et encore et encore. Mais sur le moment, tu as fait ce que tu devais, quoi. Okay. Donc, j'ai aussi connu ça. Donc, quand je parle d'alignement, c'est pas un truc théorique et facile, tu vois, où je me mets sur mes grands chevaux et tout. Je sais que ça implique des choix, et que ça implique des sacrifices et que c'est pas toujours possible. Mais je pense que voilà, j'ai aussi travaillé avec des clients qui étaient extrêmement toxiques, où vraiment chaque fois que j'allais, donc j'étais indépendant, mais tu vois, quand tu es indépendant et que tu as un gros client, c'est comme si tu étais salarié en fait et que tu as un boss. Exactement. Au niveau psychologique, ça change rien. Et j'allais là-bas avec la boule dans le ventre en me disant pas encore lui, c'était vraiment toxique et tout. Et le jour où tu mets en place les bonnes stratégies, les bons entonnoirs de vente, que tu commences à avoir ce qu'on veut tous, c'est-à-dire des clients, des prospects ciblés qui arrivent de manière systématique, tout d'un coup, tu arrives au stade où tu peux virer ton client. Et ça, c'est probablement le jour où tu peux virer ton client toxique, qui te rend malade, qui te fait perdre des cheveux, qui te prend la tête et tout, et que tu peux lui dire, tu sais quoi, t'es viré, dégage. C'est le plus beau moment dans la vie d'un marketeur. Je suis sûr que c'est en tout cas dans le top 3 des plus beaux moments. On peut sentir la libération dans ta voix. T'es d'accord, ouais, tu vois, ouais. Tu seras où dans 5 ans et tu feras quoi? J'en ai pas une très grande idée. Je serai toujours dans le domaine du marketing internet, ça c'est sûr, parce que j'aime vraiment enseigner ça et puis je pense que j'apporte des trucs assez originaux, donc j'aime bien continuer à le faire. Mais par contre, je ne serai pas autant dans le monde du marketing internet que maintenant, tout simplement parce que je viens de lancer avec un partenaire une nouvelle entreprise dans un domaine complètement différent, pour faire simple, dans le domaine de la survie, on va dire. Ok. Et du coup, moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des nouvelles choses. Donc d'être stimulé, d'avoir d'autres challenges. Donc pour le coup, tu vas utiliser tes compétences de marketeur pour vendre alors soit des produits d'information, soit des produits physiques liés au survivalisme, c'est ça? Ouais, en gros c'est ça, ouais, exactement. Cool. Et du coup, survivalisme, c'est un petit peu réducteur, même s'il y a de ça, mais c'est vraiment dans une démarche d'autonomie, de décroissance, d'autosuffisance et qui tombe vachement bien en ce moment parce que il y a encore quelques mois en arrière, c'est un pic, c'est un vrai pic là. Ouais. La majorité des gens, ils en avaient rien à cirer de tout ça. Et puis maintenant, même les gens les plus difficiles à convaincre, maintenant, même eux, ils sont là, ah ouais, peut-être que je devrais quand même faire un petit peu gaffe à être un peu plus résistant en cas de crise, de trucs comme ça. C'est un vrai sujet, ça, du coup, en tant que marketeur, et c'est une vraie question que les gens se posent d'ailleurs derrière leur écran, j'en suis persuadé, c'est est-ce que selon toi beaucoup le font aussi, c'est cette idée d'avoir ses projets perso et générer ses propres revenus avec ses compétences et faire du consulting et en gros faire payer les gens pour un savoir, tu vois. Cette nuance entre ok, je te vends de la connaissance, achète-la parce que vraiment je suis génial et moi je me rémunère sur ça, ou je me rémunère sur de mes compétences sur le marché en vendant des produits comme ton projet par exemple de survivalisme. Quelle est, tu penses,
Est-ce que tu penses qu'il y a un bon ratio entre les deux? Est-ce que tu penses que c'est des étapes? Est-ce que tu penses que la majorité des marketeurs le font et utilisent vraiment les informations qu'ils vendent aujourd'hui? Comment ça se passe selon toi? Je peux pas dire que c'est forcément nécessaire d'avoir les deux, ni qu'il y a des étapes, qu'il y a un ordre particulier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est si quelqu'un prétend vous enseigner le marketing Internet, mais qu'il n'a jamais vendu ses propres produits à lui, méfiez-vous. Parce que c'est que en faisant le truc toi et en passant toi par les galères, que tu peux après être en position, en tout cas je pense, d'aider d'autres personnes à pas passer par les mêmes galères et aller beaucoup plus vite, plus durablement, plus efficacement, etc. Donc personnellement, moi, le ratio entre les deux, il est clairement là. C'est que pour enseigner le marketing, si je veux être bon, si je veux rester pertinent, si je veux être à jour, tu vois, eh bien, je dois être confronté à des cas, je dois pouvoir dire à mes clients, bah ouais, ça, je l'ai testé la semaine passée avec un client, regarde les résultats, ça marche, tu vois. Donc, je suis obligé, dans mon cas, si je veux être un bon formateur, d'avoir des nouveaux cas et des nouveaux challenges et des nouveaux cas d'école. Et du coup, le fait d'avoir du consulting avec des clients à côté, ça m'aide beaucoup, ça me permet de… Ouais, donc soit du consulting sur lequel tu fais de l'opération ou sur lequel tu as le résultat de l'opération, soit tes propres business pour pouvoir faire du contenu derrière. Tu estimes que c'est un peu le minimum, quoi, c'est ça? Que ce soit mes propres produits ou des produits de clients, en fait, c'est juste, ça me donne accès… Je veux dire, en tant que consultant, c'est comme si j'avais géré 50 entreprises ou 100 entreprises. Tu vois, ça me donne accès à plein de cas différents dans des industries différentes. Alors que si j'étais seulement à vendre des formations sur comment faire du business sur Internet, j'aurais que un marché que je connais, c'est celui du business sur Internet. Exactement. Or là, j'ai travaillé avec des politiques, des bijoutiers, des gens dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, du sport, tu vois. Et le fait de voir ces différents trucs, ça te donne des idées, ça te rend aussi plus créatif. Est-ce que tu penses que c'est la majorité du marché qui pense comme toi, ou est-ce que beaucoup n'ont jamais ne serait-ce que dépoussiéré les connaissances dont ils tirent des milliers voire des millions d'euros? Je pense que tu as à peu près trois profils. Tu as les gens qui sont vraiment dans le marketing Internet, donc qui vont le faire avec des entreprises, des clients et qui vont aussi l'enseigner. Donc c'est un peu ce que je disais avant. Et je pense heureusement, il y a quand même pas mal de gens comme ça et qui sont très bons. Après, tu as un truc entre les deux, c'est des gens, et ça c'est à mon avis la majorité, c'est des gens qui ont fait un truc, ils ont lancé un produit dans un domaine. Ils ont fait 100 000 euros en dropshipping en vendant une merguez. Exactement, et voilà, et après ils disent je vais faire une méthode pour apprendre aux gens à faire pareil. Alors en soi, c'est pas un problème, c'est pas malhonnête en soi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, le challenge, c'est que quelqu'un qui a fait un truc une fois, éventuellement il peut t'apprendre à faire pareil, mais il peut pas t'aider sur les trucs auxquels lui-même n'a pas été confronté. Il peut pas répondre au challenge. Peut-être que lui, il a eu du bol, tu vois. Peut-être que lui, il a eu des choses qui lui ont facilité les choses. Que peut-être qu'il a un papa qui était riche, qui a pu lui filer les 500 premiers euros pour commencer la pub Facebook, tu vois. J'en sais rien. Il y a plein de choses comme ça que si t'as eu qu'un seul cas, tu peux pas vraiment enseigner. Et après, un autre problème, c'est que souvent c'est chez ces gens-là, ils sont bons, ils ont leur truc de dropshipping par exemple, ils sont bons, mais ils sont pas bons en pédagogie, ils savent pas expliquer à d'autres. Et du coup, vu que tu vas pas recopier exactement le même business que le gars là, mais que tu dois adapter à ton produit, ton cas, le truc qui t'intéresse, souvent ça marche pas, ça donne pas de résultats. Ça donne pas des résultats terribles. Ouais. Et donc ça, selon toi, malheureusement, c'est la majorité du marché aujourd'hui sur l'infoprenariat francophone. Je pense que c'est une petite majorité. Ouais. Je dirais à mon avis, il y a à peu près 20% du premier cas, donc des gens qui sont vraiment sur le terrain tout le temps, dans l'opérationnel. Je dirais qu'il y a 60% un peu opportunistes. Et je dirais que les 20% restants, c'est vraiment, ça c'est le pire truc, mais heureusement, aujourd'hui, c'est un peu plus dur de survivre quand on fait ça. C'est les gars qui ont aucune idée de rien, mais qui aimeraient juste gagner de l'argent sur Internet. Et du coup, vu qu'ils n'ont aucune compétence, aucune expertise, rien, ils lisent des bouquins de marketing Internet toute la journée parce qu'ils ont envie de faire ça. Donc, vu qu'ils ont lu plein de bouquins de marketing Internet, ils vont dire je vais enseigner le marketing Internet. Je vais faire un blog. Généralement, c'est ça. Je vais faire un blog sur le marketing Internet ou sur le dev perso. C'est les deux domaines. Parce que n'importe qui a lu des bouquins en marketing ou en dev perso, il croit qu'il est capable de parler et d'enseigner. Et ça, c'est malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça, et c'est mortel parce que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ont lu 40 livres de marketing Internet qu'ils sont capables
d'enseigner, d'amener des gens à des résultats. Ou même de vendre quoi que ce soit d'ailleurs. Maintenant, est-ce que la démarche elle est mauvaise? Je pense pas en soi. Est-ce que le niveau de transparence et d'authenticité, il faut qu'il soit là pour que ça marche? C'est là, je pense, où le bas blesse un petit peu, quoi. En fait, il y a deux positionnements que tu peux avoir. Il y a évidemment le positionnement que la plupart des gens essayent d'avoir, c'est le positionnement de l'expert. Hein, je connais des trucs, donc je vais vous apprendre et vous allez payer en échange pour mon information. Mais il y a aussi le positionnement qui est un positionnement qui est beaucoup plus transparent quand on est débutant. C'est le positionnement de ce que j'appelle le curateur passionné. C'est un curateur, c'est quelqu'un qui va absorber 20 millions de trucs et ressortir ce qui est bon. Genre, je sais pas, tu es passionné par les couteaux, bah, tu vas en acheter 50, tu vas faire des tests, tu vas montrer, voilà, celui-là, il est mieux et tout. Et là, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu vois, tu es juste un passionné. Un expert, tu es dans ton labo et tu fais des expérimentations et tu partages ce qui se passe, quoi. Voilà, et là, tu n'as pas besoin de prétendre être un expert, tu vois, tu peux être transparent, dire que tu es juste un passionné. Et puis, tu fais gagner du temps aux gens parce que le boulot de curation que eux devraient faire, ben, tu le fais pour eux. Et ça marche très bien et c'est beaucoup plus honnête, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis, dans le chat? Est-ce que vous pensez que, donc c'est un peu comme Dushan l'a dit, 20% de gens sérieux, qui sont un peu dans la pédagogie, qui sont dans la pratique en tout cas de ce qu'ils font au quotidien, 60% d'un ventre un peu mou, de gens qui sont ou pas pédagogues ou qui ont des résultats en one time et qui sont pas vraiment très sérieux, et 20% de glandus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences avec des glandus ou avec des gens très sérieux? N'hésitez pas à nous le dire là dans le chat, juste en dessous. Tiens, d'ailleurs, pour rebondir sur le sujet, Dushan, est-ce que tu vois encore aujourd'hui, en 2020, des pratiques de marketing qui sont très douteuses, qui sont à la limite de la scam? T'es pas obligé de nous donner des noms, bien évidemment, tu peux en donner, ça nous ferait plaisir. Mais soit de marketeurs, soit de pratiques qui sont un petit peu douteuses aujourd'hui en 2020 sur le marketing internet. En fait, j'ai l'impression que les gens ils sont devenus plus malins, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que il n'y avait pas besoin d'être dans la pure scam, parce que pour genre 10% d'efforts supplémentaires, tu peux être dans la légalité. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai acheté mon premier cours, c'était un cours à 97 €. À l'époque, c'était cher. Maintenant, c'est plus rien, mais à l'époque, c'était cher. C'était vraiment très cher. Et moi, j'étais étudiant, donc c'était encore pour moi encore beaucoup plus cher. Et c'était un super cours. C'était le cours de Didier Bonneville-Roussy, justement. Donc, j'ai pas regretté. C'était probablement un des meilleurs investissements que j'ai fait de toute ma vie. Mais vu que j'avais fait une très bonne première expérience, parce que j'étais sceptique au début, j'étais là, mais je connais pas tout ce milieu. Qui sait ces gars, est-ce que c'est des arnaques? Il y a quand même des grosses promesses et tout. Et du coup, vu que le premier s'était bien passé, j'en ai acheté un deuxième qui faisait une autre proposition. Et je me suis dit, bah tiens, comme ça me ferait un peu plus de matière. Et le deuxième, bah le cours a jamais été livré. J'envoie un mail, pas de réponse. J'envoie un mail, j'aimerais être remboursé, pas de réponse. Et puis c'est fini, tu vois. C'était à l'époque, je crois même pas que PayPal avait, ou s'il l'avait, moi je le savais pas, mais c'est la protection des achats et tout. Et en fait, le business, il écrit une super lettre de vente, il délivre jamais le produit. Et c'est réglé. Et je sais ça existe encore, ça, selon toi, en 2020? Que ce soit dans l'infoproduit ou dans l'e-commerce? Alors, en dropshipping, j'ai entendu parler de gens qui faisaient ça, c'est-à-dire, on fait un site de dropshipping, mais on n'envoie pas les produits. Ouais, parce que, de toute façon, les gens... aussi, ouais. T'es d'accord, mais pour des petits produits, évidemment, un produit à 300 €, non. Mais pour des petits produits à 10-15 €, tu sais très bien que les gens, ils vont pas... déjà, ils ont oublié, ils commandent un truc en achat impulsif, 3 jours après, ils ont oublié, puis 3 semaines après, le truc, ils arrivent, et puis ils sont là, ah tiens, il y a ça, je savais même pas ce que c'était. Donc, t'as des trucs comme ça, mais dans le milieu des infoproduits, à ma connaissance, ça n'existe plus. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai plus entendu parler de ce genre de truc. Maintenant, les gens sont un peu plus... maintenant, le plus gros problème, c'est les trucs poubelles. C'est ce que j'appelle l'infoproduit fast-food. C'est-à-dire, c'est genre une grosse promesse de merde du genre... gagner 2000 € par jour, sans connaissance, sans ordinateur, sans téléphone. Sans rien faire, depuis la plage, machin et tout. Et en fait, moi, j'en vois encore des fois tourner des pubs, surtout sur Instagram, où je suis là, mais il y a un gars, et puis en plus, je vois par exemple, j'ai un exemple, je vais pas dire son nom parce que je m'en rappelle plus honnêtement, mais il y a un gars, j'ai vu une de ses pubs et il m'explique comment devenir riche grâce à Instagram. Et après quelques jours, je pense à cause du retargeting. Avec des cheveux longs. Un mec avec des cheveux longs qui a des millions de followers sur Instagram. Ouais, je sais plus qui c'est. Et bref, le lendemain, il me vend une formation pour apprendre la magie.
Et le jour d'après, une formation pour apprendre l'hypnose, je sais pas quoi. Et du coup, t'es là, mais il est expert en tout, en fait, ce mec. Il est balèze. Ouais. Et il est bodybuilder professionnel et puis il t'explique comment séduire des femmes. Ouais. ouais, sûrement. Alors, je sais pas, mais Ouais. en tout cas, bref, il y a encore ça. Et ça, pour moi, c'est pas de l'escroquerie objectivement, légalement, techniquement, mais c'est vraiment à la limite parce que c'est des promesses qui sont très bullshit, c'est très généraliste, très bullshit et suffisamment vague pour que les gens, quand ils atteignent pas les résultats, c'est leur faute. Et les gens sont aussi responsables. Moi, je suis pas du Bien tout sûr. en train de faire le justicier et tout. Les gens qui achètent ça, ils sont un peu cons ou en tout cas, ils sont un peu manipulateurs. Ils devraient se faire un gros reality check parce que c'est ta responsabilité de pas acheter n'importe quoi au final. C'est pas. Mais bon, d'un autre côté, voilà, ces gars, c'est vraiment très toxique. Est-ce que Et tu as je suis halluciné. d'autres exemples de pratiques un peu douteuses de marketing sur Internet encore fait en 2020 où t'es pas trop d'accord, où t'es plus aligné avec ça ou... Bah, il y a des modèles que j'aime pas, par exemple les lancements orchestrés. Ça y est, le lancement. Alors attention, lancement orchestré R. Je pense que quelqu'un est propriétaire de la marque. Je crois que c'est Seb qui a la marque. Lancement orchestré, on n'a pas le droit de dire lancement orchestré, je crois. Ah merde. Mais Non, mais on s'est compris. Quoi. je vais aller en tôle, il y a les. Non, mais. C'est la non, mais en formula, plus- non, mais la secret formula en je 4 suis vidéos. pas quoi. sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit protégeable parce que c'est deux mots. Bah, il me semble bref, qu'il l'avait sans- protégé. Il y en a certains qui ont pris des courriers d'avocats, si je dis pas de conneries. Alors, Seb, désolé de l'avoir mentionné, tu m'en voudrais pas. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le lancement orchestré, c'est pas du tout en soi une arnaque ou quoi que ce soit, pas du tout. Et puis en plus, la formation de Seb sur le lancement orchestré, elle est très bien. Mais pour moi, là, le problème, c'est dans une logique de quand tu réfléchis, tu sais, en termes d'éthique et de faire les choses durables. C'est comme en écologie, tu peux faire des trucs, tu crames tout et puis après, t'es foutu, mais pendant un petit moment, c'est cool. Pour moi, le lancement orchestré, c'est un gros problème au niveau de l'éthique et de la Et sors durabilité. ta liste en une semaine ou deux, quoi. C'est que tu crames, c'est vraiment une logique d'avidité à court terme. Et tu crames ta liste en termes de délivrabilité aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de le faire, les lancements orchestrés. Tu as énormément de marketeurs qui en sont sortis de ce modèle de faire 2 ou 3 lancements par année et tout. Alors ouais, tu gagnes de la thune, mais à long terme, c'est pas du tout un bon business. Okay. Et surtout, tu crames non seulement ta liste pour toi, mais tu crames pour tout le monde. Tu vois, parce que quand les gens se sont ramassés 2-3 lancements orchestrés, il suffit qu'ils voient une page de capture avec une vidéo ou un truc et ils se disent oh non, parce que je vais encore me ramasser 25 mails copier-coller de 25 partenaires qui me disent tous qu'ils ont suivi la formation de machin et qu'elle est géniale alors qu'ils n'ont même pas eu accès à la formation. Là aussi, il y a des trucs à dire. Tu vois, sur les affiliés qui recommandent des trucs et qui les ont pas testés. C'est ok, mais dis-le que tu l'as pas testé. Dis que tu recommandes parce que tu connais le gars et que machin. Mais enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans les scams. On est juste dans le tourisme et puis soit le tourisme et la paresse, comme le gars qui dit ouais, j'ai lu 3 bouquins de développement personnel, donc je vais écrire un blog et je vais vendre des produits en développement personnel. Ou alors on est dans l'avidité. Et pour moi, le modèle des lancements orchestrés, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas durable et c'est pas le plus stratégiquement intelligent. J'en ai fait, hein, je parle en connaissance de cause, j'en ai fait, mais je me suis rendu compte et voilà, avec mon partenaire, on s'intéresse beaucoup à la délivrabilité et il y a des gens qui se sont fait tuer leur liste, tu vois, à cause de ça. Bien sûr. Donc ok, voilà, c'est intéressant, ça m'amène du coup à une autre question. Alors on suit pas vraiment la trame, mais c'est pas grave. Ça m'amène un peu à l'évolution du coup du marketing. Alors peut-être entre 2008 et aujourd'hui, mais surtout, comment est-ce que tu vois le marketing évoluer demain? Tu vois un peu les prédictions, si Dusan avait une petite boule de cristal, il me faut une slide avec ça, avec une boule de cristal comme ça en mode prédiction. Vers quoi on tend selon toi au niveau du marketing? Alors, tu connais l'outil de Facebook qui t'affiche les souvenirs de ce que tu as posté il y a une année? Tu sais, les memories. Et du coup, en fait, tu peux voir ce que tu as posté il y a une année. Il y a un truc qui est génial avec cet outil, c'est que ça te rend très humble sur tes prédictions. Parce que quand tu vois ton post de une année avant ou 3 ans avant, tu dis ouais, je vous garantis que ça va se passer comme ça. Et moi, je le fais, tu vois. J'ai fait plein de prédictions dans plein de domaines. Je dis hey, les gars, vous savez, les élections américaines ou les élections françaises, je sais pas quoi. Et en fait, quand tu vois après, 2-3 ans après, grâce à Facebook, tu vois ce que tu as dit. Et j'étais là, à chaque fois que j'ai fait des prédictions, c'était systématiquement faux. Donc, j'ai en tout cas un peu l'utilité. Donc, tu es meilleur en marketing et en philosophie qu'en Madame Irma, quoi. Exactement. Donc, j'ai arrêté d'en faire des prédictions
Et surtout, moi, la plus grande chose que je peux dire, c'est arrêter d'essayer de prédire les trucs et tu sais, en bourse, on parle de timer le marché. C'est d'acheter des trucs et de deviner ce qui va se passer et revendre pour faire un petit peu d'argent. Et face à cette technique qui marche pas, hein, ça a été prouvé que c'était impossible de timer le marché, tu as des gens qui utilisent des systèmes réguliers, rentables, etc. Et moi, mon approche, c'est exactement la même. C'est au lieu d'essayer de prédire quel va être le nouveau truc, tu sais, le nouveau TikTok, le nouveau Instagram, le nouveau Facebook Ads, le nouveau machin, c'est de se baser sur des principes fondamentaux du marketing qui n'ont pas changé depuis les années 60. Et c'est clair et net que WhatsApp, les chatbots, ça va disparaître. On ne peut pas bâtir un business sur ça. C'est cool de connaître. Si tu as le temps, apprends ça, c'est très bien. Ça va peut-être te faire de l'argent en plus. Mais ça va jamais remplacer les fondamentaux. Et les fondamentaux, la plupart des débutants, malheureusement, on leur booste, tu vois, des cours tactiques, c'est ce que j'appelle des objets brillants. On leur agite. Ouais, aujourd'hui, il faut absolument que tu saches faire les chatbots, ou il faut absolument que tu saches faire WhatsApp, ou il faut absolument que ci et que ça. Et en fait, ils passent 80% de leur temps sur ces trucs-là et 20% de leur temps sur les fondamentaux. Et c'est débile parce que ces trucs-là, dans 6 mois, ils seront dépassés. Ou alors les trucs qui marchaient vont plus marcher parce que ces systèmes ils mettent des règles pour que les marketeurs puissent pas abuser comme d'habitude. Donc quand il y a un truc qui est nouveau, c'est un peu l'Eldorado, ça marche, mais après c'est plus le cas. Et généralement quand les gens quand celui qui a eu des bons résultats sort une formation et que des gens l'achètent et mettent en pratique, c'est déjà trop tard, il y a déjà des trucs qui ont changé, etc. Par contre, si tu te concentres sur les principes fondamentaux, eh ben, ils vont marcher dans 10 ans, quelles que soient les techniques, quels que soient les supports. Peut-être qu'il n'y aura plus Internet, peut-être qu'on sera tous connectés direct en mental, quantique, machin, je sais pas quoi. Mais les principes de la psychologie humaine, ils vont toujours fonctionner. En termes justement de principes de psychologie, il y a quelques rumeurs et ça va, et ça me plaît, du coup, je vais te les partager. On parle un peu d'un retour à de la proximité, plus d'authenticité dans le marketing justement, moins de promesses gros textes et plus d'accompagnement. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, mais je suis très sceptique. Je suis d'accord sur le fond, mais je suis très sceptique. Parce que j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, les mêmes gens qui il y a quelques années se positionnaient en marketing hyper agressif et machin, se positionnent en marketing éthique aujourd'hui. Et à mon avis, je dis pas que c'est pas sincère, mais à mon avis, c'est pas un vrai positionnement. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme si les gens qui positionnent leurs produits sur la qualité. Genre, mon produit, c'est de la super qualité. T'es là, c'est pas un positionnement, la qualité, c'est le minimum requis, c'est la moindre des choses de faire de la qualité. Ouais. Et du coup, le marketing éthique en tant que mode, pour moi, c'est juste une manière un peu paresseuse et facile de se différencier des autres. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de gens qui font la même chose que, tu vois, en 2008, tu pouvais débarquer et dire « je suis comme tout le monde » et tu vendais quand même. Aujourd'hui, si tu débarques en tant que généraliste qui fait un peu tout, t'es mort, t'as aucune chance. Bien sûr. En tout cas, dans notre domaine. Mais du coup, plus qu'un positionnement en mode marketing éthique, c'est surtout… après, la vraie question, c'est comment. Mais effectivement, plus de proximité avec les gens, avec les clients comme avec les prospects, plus de visibilité sur ce qui se passe vraiment en arrière-boutique. Donc, par exemple, tu vois, par exemple, plus de live, d'un contenu, plus de live, plus de réalité, plus de peut-être pas plus des de événements chiffres, présentiels. mais voilà, peut-être. C'est marrant, il y a Claude dans les commentaires qui nous dit la fin des réseaux sociaux, le retour au blog. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible, ça? Ou en tout cas, la proximité qu'il y avait à l'époque entre les mecs qui écrivaient les blogs et les mecs qui les lisaient, je pense que ça, il y a une vraie, une vérité en fait derrière ça, tu vois. Mais en fait, je pense qu'on a souvent cette tendance à dire qu'il y a des trucs qui sont finis et qui sont remplacés par d'autres trucs, etc. Mais à mon avis, c'est pas vrai parce que les blogs, ça marche encore. Tu as encore des gens qui ont des blogs standards, Web 2 de base, avec une audience hyper fidèle et qui font la majorité de leurs revenus grâce à ça. Tu as même des gens qui font encore de l'argent avec le marketing postal. Tu vois, donc c'est pas par exemple que l'email a remplacé la poste et que les réseaux sociaux, Facebook Messenger a remplacé l'email. C'est que tous ces trucs fonctionnent, c'est juste que ça s'ajoute l'un sur l'autre. Et donc, moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas revenir à plus de proximité, notamment via du marketing postal, via des événements présentiels. J'allais le dire, aujourd'hui, si tu envoies un mail de vente par la poste à tes clients, il y a de fortes chances que tout le monde te retweete sur les réseaux sociaux. Il y a de fortes chances que ça soit lu, partagé et avec beaucoup d'attention, parce que personne d'autre ne le fait.
ou en tout cas pas dans ce domaine-là. Et puis il y a de fortes chances que ça ait un impact, quoi, du coup. Moi, j'en ai fait du postal. J'en ai fait un peu. Après, je voulais le développer plus. Et puis finalement, je suis parti sur d'autres trucs. Mais les tests que j'ai fait en postal, c'était assez impressionnant, franchement. Parce qu'effectivement, plus personne ne le fait. Donc, au lieu d'être dans une boîte mail avec 300 autres marketeurs, tu es dans la boîte aux lettres avec zéro personne de ce genre-là, tu vois. Après, il faut être bon en copywriting. Exactement. Mais le postal, un petit copywriting, un petit QR code, un petit cadeau offert et une offre spéciale en OTO derrière. Moi, j'avais vendu par la poste un produit à 800 €. C'était un petit workshop, un mini workshop comme ça, à 800 € avec un taux de conversion autour de 15%. Donc, franchement, c'était en tout cas largement, c'était un des rentable en tout cas. Une des plus grosses valeurs par visiteur que j'ai eu, tu vois. Parce que justement, les gens, ils sont pas distraits en fait. Et c'est ça, 2020, c'est ce que les gens, encore certains ne comprennent pas, c'est que c'est plus possible d'être généraliste. C'est vraiment l'année de la spécialisation. Enfin, c'est pas cette année, ça fait déjà 2-3 ans que c'est comme ça. Dans quelques minutes, on demandera du coup à Dusan, après s'être formé avec les meilleurs, avoir travaillé avec les meilleurs, quelles sont les pépites que tu as gardées, quel est le domaine clé selon toi dans le marketing pour pouvoir réussir sur Internet, combien gagnent vraiment les marketeurs. Mais avant ça, Dusan, c'est quoi ta citation préférée à toi, si tu en as une? Il n'y a que les poissons morts qui nagent avec le courant. Oh, il n'y a que les poissons morts qui nagent avec le courant. Ah, c'est impactant ça, c'est puissant. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Je ne l'avais jamais entendu. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'il faut jamais, se laisser porter par la vague? Ouais, c'est que si tu... Pas forcément, mais ça veut dire que si tu te laisses tout le temps porter par la vague, c'est comme si tu étais mort. Et donc, il faut aller à contre-courant de temps en temps. Ah ouais, c'est clair. Ok, pas mal. Ça marche aussi bien à mon avis en business que dans la vie. Je pense que c'est vrai dans les deux cas. Ok. On voit que tu as une grosse bibliothèque derrière toi. C'est quoi ton livre préféré du coup? Soit dev perso, soit marketing, c'est toi qui choisis. Mon livre préféré, en tout cas, je sais pas si c'est mon préféré, mais alors mon livre préféré, c'est N'importe quoi par Paul Václavic. C'est un gars en fait qui est entre la philosophie, la psychologie et le dev perso, parce que à la base entre guillemets c'est un vrai scientifique, c'est pas un mec qui fait du dev perso comme ça, tu vois. C'est un gars, il a fait de la thérapie, il a inventé la thérapie brève, mais il a écrit un bouquin qui s'appelle Faites vous-même votre malheur, qui est en fait un petit essai un peu satirique comme ça, et qui m'a beaucoup aidé en dev perso, beaucoup plus que les trucs classiques genre Tony Robbins ou Napoleon Hill ou des trucs comme ça. Parce que ça va vraiment creuser très loin sur les pensées limitantes et en fait les manières dont on se sabote nous-mêmes au niveau de la pensée. Faites vous-même votre malheur de Paul Václavic. Tout ce qu'il a écrit est brillant, mais celui-là en plus, t'as pas besoin d'avoir des compétences, t'as pas besoin d'avoir une formation en philosophie ou en psychologie pour l'apprécier. C'est un truc qui se lit en 2 heures, qui est super drôle et qui est très très intéressant en même temps. Kindle ou pas? Pas sûr. Livre physique? Pas sûr. Il faut checker. C'est pas très connu, donc c'est pas très diffusé, donc je sais pas, mais ça vaut la peine en tout cas. Merci beaucoup pour cette recommandation, Dusan, en tout cas. Si tu avais une baguette magique et que tu pourrais exaucer un de tes souhaits, celui que tu veux, à l'échelle que tu veux, ça serait quoi? J'ai arrêté à croire, je peux même pas répondre à cette question, j'ai arrêté à croire aux baguettes magiques. Je me dis, si je veux un truc, je peux le faire moi, je vais le faire moi, ça va prendre un peu de temps, mais il y a rien que j'aimerais que je pourrais pas faire sans baguette magique. Mais ouais, là tout de suite, t'as une lampe. Alors, voler, lire dans les pensées, avoir une machine à voyager dans le temps et aller parler avec des gens cool du passé, ça oui. Okay. Ça, je peux pas le faire sans baguette magique. Ça, c'est pas mal. Merci, Dusan, de ton partage. On attaque tout de suite, du coup, la question à 1 milliard. Alors, il faut que je trouve le générique. Il est là. On va voir si le générique il marche, du coup. La question à 1 milliard, c'est parti. Toujours pas. Eh ben non, du coup, je pense que pour la session du jour, les génériques sont claqués. Je ne sais pas pourquoi, on le découvrira plus tard. En tout cas, la question à 1 milliard, puis normalement, tu as un petit générique de Bordiman Show, tu sais, ça fait cling, 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 cling. C'est un petit peu... Alors là, tu l'as fait, il est parfait. Exactement. Dusan, selon toi, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? À la base, rien ne te mettait sur ce chemin-là. C'est pas du tout le chemin que tu avais choisi et finalement, te voilà.
Est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Je pense qu'on le devient. Je pense pas. Je crois pas qu'il y a une sorte de gène des entrepreneurs. Évidemment, il y a un nombre de qualités. Il y a l'éducation de tes parents, de ton entourage. Il y a énormément de trucs qui vont définir qui tu es, ton comportement, tes caractéristiques. Et si on regarde un peu en psychologie, c'est clair qu'il y a des caractéristiques communes. Il y a des traits communs aux entrepreneurs. Mais ça veut pas dire que tu nais entrepreneur, clairement pas. Pour moi, c'est vraiment un mélange de hasard, d'éducation, un petit peu peut-être de génétique aussi. Mais c'est surtout ce qui se passe dans ta vie qui t'amène là. Merci Dushan. On a Nino qui nous dit il n'y a que les feuilles mortes qui suivent le vent. Est-ce que ça marche aussi finalement? Ça marche aussi, en cohérence avec ton message. Merci beaucoup Fred d'avoir remis le nom de Václavic dans le chat. Je vais en avoir besoin. Je vais aller chercher juste après le bouquin. Dushan, question un petit peu plus large. Dans la vie d'un entrepreneur, selon toi, à quel point le développement personnel a un impact et est important? Ça ressemble à quoi selon toi? Moi, si tu veux, quand je coach mes clients, je leur donne toujours cette pyramide. Je leur ai dit, imaginez une pyramide. Tout en haut, donc le tout petit machin qui sert presque à rien, tout en haut de la pyramide, c'est la technique. Genre, quel outil, quel autorépondeur j'utilise, quel site j'utilise, est-ce que j'utilise machin truc ou XY, c'est la technique. Et la plupart des gens, ils viennent me voir avec ce genre de questions. Et moi, ça me rend dingue parce que c'est pas mon domaine. Puis deuxièmement, je suis là, mais on s'en fout au final. Quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu vends? À qui? Comment tu génères du trafic? Ça m'intéresse. Quel outil tu utilises? On s'en tape. Tu peux réussir avec n'importe quel outil. Ensuite, tu as la tactique. Donc, tu sais, créer un blog, générer du trafic, faire des emails, blablabla. Ensuite, tu as la stratégie, donc les fondamentaux. Et ensuite, tu as l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, du coup, c'est la base de la pyramide. Alors, on peut, dans mes dernières années, j'ai rajouté un étage, c'est ce que j'appelle l'énergie. Parce que, quel que soit ton état d'esprit, si tu n'es pas en bonne santé, que tu n'as pas d'énergie, tu vois, c'est encore plus fondamental, à mon avis. Mais bref, en tout cas, le mindset, l'état d'esprit, c'est un des étages les plus fondamentaux de la pyramide sur lequel tout est basé. Donc, je pense que ça répond à ta question. C'est clair que c'est hyper fondamental. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai remarqué que moi, ça me gave l'état d'esprit parce que c'est pas un truc qu'on peut contrôler. Tu vois, moi, j'aime bien les trucs qu'on peut mesurer, contrôler, qui sont, tu vois, faciles à contrôler. Mais l'état d'esprit, c'est un truc. Des fois, il te faut 3 ans de travail pour tout d'un coup avoir une illumination, un changement. Et tout d'un coup, ça a l'air facile, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et quand toi, tu l'as pas eu, tu te dis, putain, mais quel enfoiré, lui, il a quelque chose que j'ai pas. Et non, c'est une pratique et tout, mais tu peux pas avoir des petits crans, t'as pas des chiffres, tu peux pas suivre ça. Mais c'est vachement important et je pense que tous les trucs qui m'ont vraiment fait gagner beaucoup plus d'argent sont liés avant toute chose à un changement de mindset, c'est clair. Tout le monde le dit, c'est bateau, mais c'est vrai. Et moi, le plus frustrant dans tout ça, c'est ces trucs que tu ne peux pas expliquer, tu sais. C'est comme c'est souvent du ressenti, comme ça se passe à l'intérieur de toi. Et puis j'ai une phrase qui m'est venue, c'est finalement, c'est très compliqué d'expliquer quelque chose de simple. Parce que c'est tellement simple que les gens n'ont même pas conscience. Par exemple, tu vois, la Wim Hof et la respiration. Prendre conscience que ta respiration peut complètement changer ton système interne. Ça paraît incroyable et c'est tellement facile ou tellement évident que les gens disent bah non, ça n'existe pas, ça ne marche pas, etc. etc. Et effectivement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que ça t'est arrivé à toi aussi de peut-être 5 ans, 10 ans, même maintenant 12 ans plus tard, d'avoir des prises de conscience incroyables sur des phrases que tu as entendues il y a 5 ou 6 ans et tu dis ah le bâtard, c'est ça qu'il voulait dire. Ça t'arrive aussi? Ouais, clairement, ouais. C'est pour ça que moi, les livres qui m'ont marqué à une époque, j'ai tendance à les relire assez souvent. Et il y a des livres, typiquement tout le travail de Václavic, mais aussi plein d'autres livres, même le cours de marketing de Didier que j'ai acheté en 2008, qui est probablement beaucoup plus tellement à jour, même plus du tout. Mais des fois, tu relis des phrases ou des trucs et tu dis, ah putain, mais c'est dingue. Ce gars-là, Václavic, peu importe qui, en fait, ce gars-là, il avait tout compris. Et en fait, tu chopes des nouveaux trucs parce que maintenant, tu es capable de les comprendre. Alors que la première fois que tu as lu, t'étais pas. Ça, c'est clair. Ça vous parle à vous? C'est vachement bien de lire les livres. Ce genre de prise de conscience un peu lunaire qui te tombe sur la tronche. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ces prises de conscience? Quelles ont été les actions si on devait faire un 80-20? Les 20% d'actions qui t'ont amené 80% de résultats et de prise de conscience en dev perso, c'est quoi? Alors, on voit les bouquins derrière toi. Tu as l'air d'être un gros lecteur, donc j'imagine que tu as lu beaucoup. Mais quoi d'autre?
Honnêtement, il y a deux trucs pour moi, c'est la quantité et la qualité. Et en fait, j'ai l'impression que dans le dev perso, c'est presque des fois plus une histoire de quantité que de qualité. Je dis pas qu'il faut lire de la merde, hein, c'est clair, mais tous les bouquins bien en dev perso, ils disent en gros la même chose. Je veux dire, tu regardes Napoléon Hill, Stephen Covey, Tony Robbins, c'est plus ou moins la même chose. Puis comme tu as dit avant, ça a l'air très simple. Donc, c'est pas tellement que tu lis des trucs. C'est du bon sens, ouais. C'est pas que tu lis pas des trucs pour que ça te pète la tête et que tu aies des nouvelles choses, tu lis des trucs que tu sais déjà, mais parce que tu les lis encore et encore et encore, c'est formulé un petit peu de manière différente, c'est ça qui fait un changement. Et moi, j'ai remarqué que ce qui m'a aidé le plus à vraiment internaliser certaines croyances, et c'est long hein, d'internaliser des nouvelles croyances en dev perso, c'est un gros boulot. Enfin, il y a des gens, ils disent, ils les répètent tous les matins pendant 2 minutes et puis ça marche, mais moi, ça n'a jamais marché parce que j'y crois pas, je suis là comme un con à répéter mes trucs et puis ça me fait rien. Par contre, le fait de les lire et de lire plein de bouquins qui te disent encore et encore et encore la même chose, avec juste ce qu'il faut de petites variations pour que ça garde ton cerveau réveillé, c'est ça, je pense, qui a eu le plus d'impact et c'est ça qui fait qu'au fil de peut-être 3, 4, 5 ans, ça m'a vraiment transformé un peu en termes de mentalité. En tout cas, pour ce qui est entrepreneuriat. Et du coup, tu t'expérimentes beaucoup, tu médites des retraites, des machins, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as essayé du coup de faire changer dans ta vie pour avoir justement des changements? C'est quoi un peu ton expérimentation que tu as pu faire sur le sujet? Moi, ça marche vraiment par l'intellect chez moi. J'ai essayé, la méditation, j'en fais pas aussi régulièrement que j'aimerais, mais j'en fais plus ou moins, disons, allez, 3 fois par semaine Des fois pas du tout, des fois tous les jours, mais en gros, voilà, j'essaie d'en faire parce que tout le monde me dit que c'est bien et c'est incontestable que c'est bien et tout. Donc mais tu ne le touches pas encore, tu ne vois pas encore le bénéfice concret. C'est pas intériorisé. Trop intellectuel encore, Douchan. Moi, c'est vraiment par l'intellectuel. Dès qu'on vient me parler de, ouais, tu vois, le feeling, machin et tout, moi, ça fait New Age. Moi, j'aime pas les trucs New Age, tu vois. Donc, j'aime bien les trucs qui sont documentés, prouvés, etc. Et du coup, je vais tester, mais ouais, la méditation, je sais que c'est prouvé même, tu vois, c'est pas un truc. Faudrait qu'on fasse un atelier ensemble. Faudrait que je t'amène à un truc. Faudrait que je t'amène à vivre une expérience trop drôle qui te ferait douter de l'intellect. En tout cas, ça a été mon expérience. Ça marche. Quand je viendrai te voir en Thaïlande, tu me montreras ça. Ouais, il y a plein. Alors, chez moi ou ailleurs, hein, mais il y a plein de. Moi, les vrais trucs, justement, qui m'ont fait. Parce que moi, en fait, je pense que j'avais les deux. J'avais cette partie très mathématique, très rationnelle, très cartésienne. Mais j'avais à l'intérieur de moi une sensibilité, un truc que je savais pas trop expliquer. Et le jour où en fait ce truc-là a commencé à se réveiller, a commencé à grandir, tu vois, ça a commencé à me donner une autre perspective des choses. Et en fait, ce qui a vraiment réveillé du coup cette partie de sensibilité, cette capacité à avoir un autre regard, c'est pour le coup des ateliers physiques, des expériences. Ça s'est fait par les livres, etc. Mais ça s'est fait beaucoup plus par l'expérience, par le rapport à l'autre, par le rapport à toi-même, mais dans une expérience donnée. Et pour moi, en fait, pour changer une croyance, il faut au moins avoir une intensité qui soit minimum égale, voire plus forte que dans quel contexte cette croyance elle a été créée. Tu vois, si par exemple, je sais pas, tu as vécu un accident ou je ne sais pas, tu as vécu un événement traumatisant, pour pouvoir ne serait-ce que remettre en cause l'idée qu'il y a dans ta tête de ce que c'est que de vivre ce truc-là, il faut vivre un truc au moins aussi fort, voire plus fort. Et donc effectivement, j'ai eu la chance de vivre alors ce qu'on appelle des séminaires expérimentiels ou j'en sais rien comment ils appellent ça, tu vois. Mais par exemple, j'ai un pote qui a été faire Joe Dispenza, que tu connais certainement, qui fait beaucoup de pubs, etc. en ce moment, avec cette idée où le type est en gros un chercheur sur le cerveau, etc. C'est un docteur, c'est un type assez brillant, machin. Sauf qu'il creuse en t'expliquant que le cerveau finalement n'est que émetteur et récepteur d'ondes et qu'à partir de là, on est capable de créer plein de choses. Et donc ce type, il te fait des expériences de méditation qui sont visiblement du jamais vu. Et tu planes littéralement, tu rentres dans un état de transe où tu voyages, quoi. T'es dans ta tête mais t'es plus là, quoi. Et ça, il faut que j'aille l'expérimenter. Écoute, ça sera certainement aux États-Unis. Je sais que même autant intellectuel que tu es, j'imagine que tu es quand même joueur et tu es dans l'expérimentation comme beaucoup d'entre nous. Donc, ça peut être, je pense, une bonne expérience à faire.
Ouais. En Merci. plus, j'ai la chance d'avoir dans mes clients des gens qui sont à fond dans ce domaine-là. J'ai une cliente qui est spécialiste des états de conscience modifiés, des rêves, des trans et des trucs comme ça. Donc, ouais, je suis pas fermé. C'est juste que, effectivement, j'ai probablement pas assez focalisé ma priorité sur ça pour l'instant. Ouais. C'est juste j'avais assez que de trucs à apprendre. en fait, c'est comme mais tout. en Tant tout cas, que tu ça n'en fais pas m'intéresse. l'expérience, ça ne rentre pas dans ton champ des possibles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait un peu abstrait, en tout cas, ouais. Bah, clairement. complètement. Ça fait même complètement. Moi, pour tout te dire, ça fait complètement même hippie, chelou. Voilà, tu vois, je veux dire, on est dans une réalité où les gens. Où tu vois ce que tu crois, tu vois. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça. Et même si j'ai commencé à essayer de me dire, ouais, ben, je ne sais pas. Tu vois, quand tu veux commencer, par exemple, à changer tes croyances sur l'argent, sur ce qui est possible, sur ce qui n'est pas possible, tu te dis, bon, bah, allez, je sais pas, j'essaye, puis on voit ce qui se passe. Puis tu grandis, tu as des steps comme ça sur ce que tu penses qui est possible, sur les limites, sur ce que tu penses aller atteindre, etc. Mais il y a quand même une certaine rationalité de l'argent, du travail, d'un mécanisme de vente. Tu le disais, tu as un esprit très analytique, très mathématique. Et donc, effectivement, tu mets 10 fois plus de trafic, tu as un meilleur taux de conversion, bah, ça fait 10 fois plus de ventes. Et donc, ça, tu peux imaginer gagner beaucoup d'argent, par exemple. Par contre, là, on est sur des trucs qui sont complètement intangibles. On ne sait même pas sur quel bouton faut appuyer pour que ça se réveille, tu vois. Donc, c'est Ouais, là, c'est ça. effectivement, où ça devient hyper intéressant. Merci en Mais c'est tout vrai cas. que tu gardes le côté expérimentation et en fait c'est ça qui est vachement important. C'est juste de se dire c'est un test, ça m'engage à rien. c'est des Exactement, tests. ouais. Et C'est ça, la même chose en marketing d'ailleurs. exactement. Alors que avant, je n'autorisais pas parce que je me mettais une étiquette. Non, mais Enzo, il fait pas ce genre de truc, tu vois. Puis que vont dire les Ouais. gens? Ah, aujourd'hui, je m'en fous, tu vois. Je me dis, ok. Et je m'imagine, et en fait, je m'imagine même, peut-être un peu en mode Illuminati ou ce qu'on veut, tu vois. Mais je m'imagine que tous les grands de ce monde, autant les grands de ce monde qui ont fait beaucoup d'argent, autant les grands penseurs de ce monde, etc., sont des gens qui ont expérimenté beaucoup plus que ce que nous on expérimente. Et des types Ouais. qui ont écrit des bouquins. Alors je pense à un mec comme Paulo Coelho. Moi je suis désolé, quand je lis L'Alchimiste, pour moi ce type il a écrit la carte du monde. La carte de la vie est dans son bouquin, tu vois. J'ai l'impression que le mec il a tout vu, tout compris. Alors est-ce que c'est moi qui projette ma réalité sur son écrit ou est-ce que c'est vraiment lui qui a tout compris puis quand il a écrit il y a 10 niveaux de compréhension potentielle? Il n'y a pas de vérité. Parce que dans tous les cas, tu vas lui poser la question, il ne te répondra pas, ou tu répondras à ce qu'il a envie de répondre, tu vois. Mais aujourd'hui, j'imagine que des gens comme Sadhguru, comme Tony Robbins, ou des mecs même beaucoup plus perchés à la Frank Kern, etc., qui sont plus dans le marketing et dans la vente, ces gens-là, ils ont un niveau de conscience qui est très, très, très développé. En tout cas, je veux le croire, tu vois. Je veux le croire. Merci en tout cas d'avoir répondu avec autant de sincérité et d'authenticité. Et encore une fois, mon objectif à travers cette question, c'est de montrer aux gens que le développement personnel, c'est du bon sens qui est appliqué en fait. C'est le développement personnel, c'est pas méditer sous un arbre, c'est pas devenir un putain de hippie, c'est pas. En fait, le développement personnel, c'est pas du tout à l'opposé de la vie, peut-être que tu as imaginé, de l'argent, de l'entrepreneuriat, Pour moi, le développement personnel, c'est juste une capacité à prendre un peu de recul sur soi et d'être conscient des décisions que l'on prend. Et effectivement, à ce moment-là, c'est là où il y a un putain de monde qui s'ouvre et des trucs incroyables qui peuvent se passer dans ta vie. Mais tout ça, après, c'est très libre à chacun, tu vois. Et la base du dev perso, c'est du bon sens. Et la majorité, c'est quoi? C'est peut-être une discussion c'est peut-être une discussion avec des gens un peu plus expérimentés, un peu plus vieux. C'est peut-être un bon bouquin qui va te permettre d'avoir une réflexion. Ou ça peut être des trucs hyper chelous, hyper perchés, comme tu peux le voir, avec des cérémonies chamaniques, des machins, il faut de tout pour faire un monde. Tout le monde y trouve son plaisir, tu vois. Mais la base, pour moi, c'est juste du bon sens et une capacité à prendre du recul sur soi. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs dans le chat là? Est-ce que vous appliquez ça au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, avec lequel vous jouez? Ou pas du tout? D'ailleurs, ça m'intéresse. On est parti en tout cas pour l'œuf ou la poule, avant de demander à Dushan du coup des questions un petit peu plus croustillantes sur le marketing. Alors, bien évidemment, notre générique ne s'est pas lancé. Vous avez vu notre belle poule. Alors là, du coup, tu vois une poule qui fait co. Et là, tu as un coup de fusil énorme qui tue la poule, tu vois. Bon, bah, du coup, c'est fait. J'ai fait le générique. L'œuf ou la poule, du coup, le truc est assez simple. Je te pose des questions et tu me dis ce qui vient avant. Tu vois? Ok. Qu'est-ce qui vient avant? Donc, par exemple, si je te dis vendre ou créer, tu me réponds quoi? Créer.
Donc, ça veut dire que tu ne fais pas de pré-lancement ou tu ne fais pas de pré-vente ou ce genre de stratégie. Bah, en fait, c'est comme le fait la poule, c'est un cycle. Il y en a pas un qui vient avant. Ouais, les deux pourraient être justes en fait. Ok. Et toi, en ce moment, par exemple, tu es plus sur créer du coup. Ouais. Mais tu as déjà pu prendre une idée, la lancer sur le marché. C'est aussi quelque chose que tu as déjà fait. Ouais, bien sûr. En fait, c'est mieux effectivement, c'est mieux de vendre avant de tout créer. Comme ça, si tu te plantes avant. Tu sais que tu te plantes avant d'avoir investi trop d'argent, de temps et d'énergie. Mais il y a un minimum à créer du coup. Il y a un minimum quand même à créer. En tout cas, ne serait-ce que dans ta tête, c'est-à-dire créer la stratégie, créer l'idée. Il y a un travail que tu dois faire de création dans ta tête avant toute chose, je pense. Ok, super. Merci à toi, Dusan. Actif ou passif? Passif. Donc tu crées des actifs qui te génèrent des revenus passifs. Tu es plutôt là-dedans, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. L'action ou la réflexion? Qu'est-ce qui vient avant? Alors pour moi, la réflexion, mais tout le monde n'est pas comme ça. Alors pourquoi du coup pour toi c'est la réflexion? Partage-nous un peu ta façon de voir les choses. Ma psychologie, c'est que je vais être je vais analyser le pour et le contre, je vais regarder les systèmes, je réfléchis toujours en système, en patterns, en schéma. Donc du coup, voir les patterns, c'est extrêmement puissant, mais ça demande du temps de réflexion. Tu peux pas le voir, c'est rarement instinctif. À moins d'être à un niveau beaucoup plus élevé que ce que je serais. Mais voilà, d'autres personnes, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est dans l'action qu'ils font leur réflexion. Donc, il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. C'est juste des profils psychologiques différents, je pense. Et toi, c'est la réflexion. Alors du coup, je vais rebondir. On va revenir après sur l'offre ou la poule. Mais 10 ans à bosser, enfin 12 ans maintenant à bosser dans le marketing, dans la vente en ligne, à travailler avec les meilleurs, à être coaché par les mentors de ce milieu. Donne-nous 3 petites pépites là, donne-nous un petit peu de matière à manger vraiment d'un marketing qui est efficace, d'un marketing qui fait la différence. Qu'est-ce que ces grands-là font pour que ça marche et que toi tu as appris, que tu as utilisé et que tu as peut-être même raffiné? Ouais, alors le premier truc, c'est, je peux vous donner un truc dans copywriting, vu que c'est ma spécialité, c'est qu'on croit toujours que le but du copywriting, c'est d'être mystérieux, d'être sexy, d'être accrocheur, blablabla, tu sais, les 3 secrets de machin truc. Et en fait, le plus grand secret du copywriting, c'est la spécificité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être sexy, accrocheur, mystérieux si vous êtes spécifique. Ok. C'est-à-dire que moi, je vois encore beaucoup trop des promesses genre découvrez comment obtenir plein de clients. Ah, mais c'est nul ça. Parce qu'évidemment, tout le monde veut ça, mais c'est trop généraliste. Découvrez comment obtenir X clients en temps de temps avec telle et telle technique. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle en copywriting le mécanisme unique. C'est-à-dire quel est le procédé nouveau qui va faire que toi, je vais t'écouter alors que j'ai déjà entendu la même bullshit 40 000 fois. Pour que je t'écoute alors que je n'ai pas écouté les autres, il faut que tu me donnes quelque chose de nouveau, un mécanisme nouveau qui va me permettre de rationaliser le fait que ton truc est différent. Donc ça, le fait d'être spécifique et unique et d'être spécifique dans ce qu'on a d'unique et vice-versa, ça c'est probablement le truc qui peut provoquer le plus d'amélioration de vos résultats en copywriting et en stratégie marketing au sens large. Ok. Ça c'est clairement la différenciation et savoir la mettre en pratique, en forme, quoi. C'est ça. Exactement. Et aussi, ça va vous obliger à aller très loin parce que pour être spécifique, vous devez savoir répondre à des questions du genre, mais au final, qu'est-ce que j'apporte? Pourquoi est-ce que je suis là? Et parfois, c'est très, pour certaines personnes, c'est évident et pour d'autres, c'est presque blessant de se confronter à ces questions parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas creusé puis qu'on n'a rien à apporter en fait. Typiquement, les gars qui ont lu 3 bouquins de développement personnel ou de marketing et qui essaient d'enseigner le marketing sur un blog, eh ben, quand je leur parle, ils se rendent compte qu'ils ont rien à apporter. Et du coup, c'est pas grave, moi je les décourage pas, je leur dis tu vas trouver, on va avancer. Creuse-le. Mais ça veut dire se remettre à l'ouvrage et il y a des gens ça leur fait peur. Mais c'est nécessaire parce que si tu sais pas répondre à cette question de qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que j'apporte de différent des autres, t'as aucune raison d'être là. Et c'est brutal de le dire comme ça, mais c'est vrai. Tous on doit se poser cette question-là. T'as certainement mieux à faire ailleurs en tout cas. C'est un peu ce qu'on pourrait leur dire aussi. Clairement. Ouais. Et du coup, bon, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais je vais quand même te la poser. S'il y avait un domaine sur lequel il fallait vraiment bosser dans le marketing en ligne pour réussir, ça serait quoi?
Tu t'attends à ce que je réponde le copywriting? La persuasion, je dirais même, si tu devais être un cran plus large. En fait, clairement, c'est la persuasion, plus que le copywriting. Parce que si vous comprenez la persuasion, vous comprenez comment, par quelles étapes une personne passe pour prendre une décision, et en particulier une décision d'achat. Donc, si vous comprenez, il y a 5 étapes en gros, si vous comprenez comment une personne, enfin, par quelles 5 étapes une personne passe pour faire un achat, et ben tout ce qu'il vous reste à faire, c'est savoir comment la faire passer par ces 5 étapes. Et si elle passe par ces 5 étapes, il y a nécessairement un achat au bout. Donc, une fois qu'on comprend ça, toujours dans la persuasion, c'est comprendre comment on attire l'attention. C'est-à-dire, c'est ce que Cialdini appelle la persuasion, c'est ce qui se passe avant la persuasion. Donc, comment on met la personne dans un cadre pour que quand on va commencer à la persuader, le travail ait déjà été à moitié. Le frame, c'est hyper puissant et c'est hyper bien expliqué dans le bouquin d'ailleurs. Ouais, de toute façon, tout ce qu'a écrit Cialdini, c'est génial. Mais bon, voilà, donc il y a ça, et puis le fait de capter l'attention. Juste le simple fait de savoir capter l'attention. Je te donne un exemple. Là, j'ai fait une campagne Facebook pour mon webinaire sur la crise, justement, parce que j'ai essayé d'enseigner mes techniques spéciales pour les entrepreneurs qui paniquent à cause de cette crise économique qu'on a maintenant. Ouais. Et vu que le thème, enfin, c'était la pandémie coronavirus, j'ai fait une vidéo en masque à gaz, avec un fond, tu sais, genre vieux film de zombies, tout pourri, tu sais, noir, granulé, une musique un peu apocalyptique comme ça et tout. Et j'ai fait une vidéo comme ça. Alors, évidemment que je me suis fait massacrer par Facebook. Il y a des gens qui m'ont écrit des mails d'insultes et des machins. Qui ont reporté ton truc et tout. Quand tu fais du marketing, quand tu es public, tu as l'habitude que ça arrive. Hein, on le sait, ça t'arrive aussi, on le sait tous, on s'en prend des trolls et des machins. Mais cette vidéo-là, elle m'a donné 70% de CTR en plus, donc de taux de clic en plus. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'elle a capturé l'attention. Parce qu'évidemment, tu vois, un espèce de débile avec un masque à gaz qui fait des trucs comme ça. Ouais, c'est différent que tout le monde avec la plage derrière, sa voiture qui est là. Hey, tu veux gagner de l'argent sur Internet? Bien sûr. Donc, voilà, c'est toujours de la persuasion. Apprendre à se différencier et apprendre à persuader, comprendre les différentes étapes qui amènent les gens à acheter finalement. Ou à faire une action, plus que d'acheter, à faire une action. C'est ça, c'est capturer l'attention, précadrer la personne avec des choses subtiles pour qu'elle t'aime plus, qu'elle ait plus confiance, etc. Et ensuite vendre. Tout ça, c'est la persuasion. Et si tu sais ça, toutes tes questions de marketing, genre mais qu'est-ce que je dois écrire dans ce mail, combien de mails je dois envoyer, tous ces trucs techniques, ça devient beaucoup plus facile. Les réponses deviennent plus ou moins évidentes. Parce que c'est cadré du coup dans ce processus comme tu nous l'as partagé. Des ressources Exactement. Pour bosser là-dessus, mis à part Robert Cialdini, avec son bouquin qui s'appelle je ne sais plus. Alors il en a 2 de bouquins qui sont les 2 super. Le premier qui est Influence et manipulation. Influence et manipulation. Et le deuxième plus récent, c'est celui-là, c'est ça, persuasion. Ok. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Persuasion de Cialdini, ça c'est super aussi. Et puis sinon, si vous voulez apprendre ça dans le contexte du marketing, il y a mon institut de formation qui s'appelle le Labo Marketing. Ouais, alors ça, tiens, parle-nous-en. C'est intéressant. C'est un groupe, c'est ça, avec un membership dans lequel tous les mois, tu apportes du nouveau content, de la nouvelle formation sur le marché, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une communauté d'entrepreneurs. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je faisais comme tout le monde, je vendais des formations. Et mes coachings à étiquette en privé. Et en fait, j'avais une frustration que beaucoup partagent, en tout cas les gens qui sont consciencieux et tout, c'est putain, je vends des formations et il y a peut-être une personne qui a du succès sur 100 personnes. Exactement. Et c'est pas parce que ma formation elle est mauvaise. Ma formation elle est bonne, mais même parce que souvent les formations sont mauvaises et puis les gens ils achètent puis après une fois que tu as payé, il n'y a plus personne. Ouais. Mais même en admettant que la formation soit bonne, il faut que les gens, après, ils passent à l'action. Ça, c'est déjà un autre challenge. Et même en admettant qu'ils passent à l'action, il y a encore un problème, c'est ça te donne la théorie. Une formation en marketing, ça te donne la théorie, mais ça ne t'explique pas comment l'adapter à ton cas spécifique. Exactement. Et c'est ça qui te manque. Et du coup, moi, j'étais frustré parce que mon but, c'est vraiment d'apporter des résultats. C'est win-win, tu vois. C'est mieux pour mes clients, c'est mieux pour moi. Et j'étais là, mais purée, avec ces formations, j'ai pas de résultats à montrer. Ça fait chier. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui apporte à peu près le même résultat que mes coachings individuels, mais sans le prix. Parce que évidemment, tout le monde n'a pas les moyens pour les coachings individuels. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est ce Labo Marketing. C'est une communauté d'entrepreneurs où on se réunit 2 fois par mois et on travaille
en groupe. Donc il y a de la théorie, c'est-à-dire pendant 2 ans, j'ai fait chaque mois une conférence sur un sujet du marketing, copywriting, trafic, marketing par email, tout ce que tu veux. Toujours en mode 80-20, c'est-à-dire je vais vous donner dans ce sujet-là les 20% des trucs que vous devez vraiment comprendre pour avoir 80% des résultats. Ouais. Donc les gens, ils vont vite, tu vois, ils vont vite, c'est dense, mais c'est vraiment applicable. Et du coup, une fois qu'ils ont maintenant, il y a cette théorie, ils ont tout. Et du coup, ce qui leur manque, c'est comment j'applique. Et du coup, 2 fois par mois, on se retrouve. Et puis, alors toi, t'en es où? C'est volontairement en petit groupe. Donc, comme ça, je connais les gens. C'est pas des inconnus. Je connais leur business, leur truc. Je dis, toi, la dernière fois, je t'avais demandé de faire ça. Montre-moi ta page. Ah, ok. Ouais, c'est pas mal. Mais fais plutôt ça comme ça. Et puis, redis-moi les résultats. Ouais. Et donc, du coup, c'est un peu leur but. C'est qu'ils aient le beurre et l'argent du beurre. Et qu'ils aient un peu accès à ce truc qui me manque, c'est comment adapter la formation à mon cas spécifique. Oui, puis c'est le coup de pied au cul nécessaire en général pour que les gens se bougent. Et aussi le coup de pied au cul, qu'on se voit toutes les 2 semaines, on avance toutes les 2 semaines, et puis moi je les laisse pas, je les laisse pas, tu vois, les trucs de touristes, moi j'accepte pas. Je fais de l'accompagnement depuis, de l'accompagnement de groupe comme ça, je crois depuis genre, mon premier c'était en e-commerce, c'était novembre 2017, un truc comme ça. Donc, je ne peux que te donner raison là-dessus. Ne serait-ce pour le coup de pied au cul, les gens en ont vraiment besoin. Le fait de déléguer un peu la motivation à quelqu'un d'autre, d'être accountable par rapport à quelqu'un, ça les oblige à se bouger le cul. Super. Il y a le simple fait de te dire, purée, faut pas que j'arrive demain, il y a la réunion, faut pas que j'arrive les mains vides. Au moins, tu vas faire toujours un petit peu plus que si tu avais personne à rendre de compte à part toi-même. Exactement, ouais. C'est super en tout cas. Je ne peux que vous inviter, si vous voulez travailler avec Dushan, d'aller regarder un petit peu tout ça. Alors, je n'ai pas consommé les formations de Dushan, mais j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, de discuter avec lui et de passer encore un excellent moment aujourd'hui. Et en fait, vous le savez tout de suite, il y a des gens qui vont être capables de vous vendre des choses. Et il y a des gens, vous savez et vous ressentez, vous pouvez ressentir qu'ils l'ont appliqué. Et clairement, Dushan fait partie de ces gens. Il y avait des gens dans le chat tout à l'heure qui disaient, tiens, Dushan, c'est un papy du marketing. Et malgré effectivement son jeune âge, 12 ans dans le marketing en ligne, il s'est passé des choses quand même. Hein, donc, je ne peux que vous inviter à aller découvrir son travail. C'est le moment des FAQ. On va garder encore Dushan quelques minutes et puis répondre à quelques-unes de ces questions. Des questions que vous avez posées dans le chat. Là, c'est le moment, bombarder. Faites-vous plaisir. Je vais bien évidemment remonter un peu le chat et vous lire pour tous ceux qui nous ont posé des questions. Avant ça, j'ai une question qui pue un peu, qui va te faire chier. Mais en général, selon toi, combien gagne un marketeur du coup sur Internet? La réalité et le fake. L'abus et la réalité. Tu sais, tous ces lancements avec plein d'argent, des Ferrari, des meufs à poil et des... On a même vu des pochettes de billets et tout, quoi. Putain, dans le marketing en France, à l'américaine. Mais la réalité, c'est quoi? Combien gagne selon toi un marketeur en moyenne et quel est le vrai du faux? Alors, combien chacun gagne en moyenne, j'en sais rien, mais la vérité, c'est que ces gens-là, ils vont anesthésier notre esprit critique avec des trucs genre des Miss en bikini, des Ferrari et des lasers de billets. Mais si tu réfléchis bien, même quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai fait un lancement à 10 millions d'euros », déjà, tu as à peu près 50%, 40-50% qui disparaît en commission d'affiliés. C'était vrai d'ailleurs pour Sébastien Cerise, c'est exactement plus ou moins ce qui s'est passé. 45% d'affiliation, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais c'est normal parce que sinon les gens ils ont pas envie de promouvoir ton truc, et vu que le lancement c'est un modèle de codépendance parce que c'est pas toi qui génères ton trafic, tu dois évidemment bien payer les gens. Et d'ailleurs c'est aussi ça le problème avec les lancements, c'est que c'est pas rentable par rapport à ce que tu pourrais gagner si tu étais capable de, entre guillemets, tuer ce que tu manges toi-même, c'est-à-dire aller chercher ton propre trafic. C'est aussi un des problèmes des lancements orchestrés, mais bref. Mais ouais, du coup t'enlèves déjà 50% de ça. Après, tu t'enlèves les commissions PayPal et puis tu regardes ce qui reste. Et ça, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Et en fait, quand tu décortiques, quand tu creuses vraiment, tu te rends compte que le gars qui te parle de 10 millions, en fait, il s'est généré à peu près la même chose qu'il se serait généré s'il bossait comme ingénieur chez... Enfin, tu vois, c'est pas mauvais, hein, mais c'est genre du... Je sais pas, genre du 5 000 euros par mois, c'est genre 50 000 euros. Alors, bon, un peu plus quand même dans le cadre du lancement à 10 millions, mais oui. Dans le cadre du lancement à 10 millions, c'est plus que ça, c'est clair. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte. Mais le cadre du lancement à 10 millions, c'est un number one en France. Il n'y en a eu qu'un. Je veux dire, ça arrive une fois tous les 6. Ça arrive jamais d'ailleurs, ça arrive qu'une fois.
Je sais même pas qui a fait un lancement à 10 millions d'euros. 9 quelque chose, Seb, en Faranti 1 en 2017, je crois. Il a dû faire 9 millions d'euros, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Après, de nouveau, le truc, c'est que, bon, lui, il fait pas trop ça, mais on a certains qui vont tout baser sur regarder combien d'argent vous pouvez gagner en seulement 2 semaines. Et en fait, mon problème, c'est que c'est terriblement manipulateur parce qu'ils montent sur l'argent, parce qu'ils disent vous pouvez gagner ça, alors qu'en fait, tu as déjà 50% qui part en commission, plus les frais, plus les impôts, plus les machins et tout. Alors pour le coup, lui, c'était un peu la même histoire, hein, mais sur l'e-commerce, quoi. Et l'autre problème, c'est qu'on dit en 2 semaines, parce que le lancement dure 2 semaines, mais on oublie les 3, 4, 5, 6 mois de préparation. Oui, et puis la liste de tout le monde et des machins et des trucs. Effectivement, les gens qui vendent des stratégies, enfin le mec qui vendait, l'américain qui vendait, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui vendait la formula du lancement orchestré là. Jeff Walker. Ouais. Qui est un des papas du marketing sur Internet. Et c'est lui le premier, je crois, à avoir fait $1 million avec un infoproduit, c'est ça, un truc comme ça. Bref, et du coup, derrière, tout le monde s'est dit waouh, on peut faire 1 million. Et du coup, tout le monde est parti. Ils ont atteint des sommets et des sommets et des sommets. Mais dans les faits, pour faire effectivement une semaine de vente ou 2 semaines de vente, il y a beaucoup de travail avant, en amont, etc. Ouais. Ok. Moi, je pense vraiment qu'il y a des meilleurs. Je pense que c'est pas un business model qui est mauvais en soi. Il a même des avantages et il peut même être utilisé intelligemment dans une stratégie. Mais le lancement orchestré, c'est pas un outil, business. Quoi. Ouais, c'est un outil. C'est un outil, c'est pas une stratégie. C'est juste des trucs que tu peux utiliser. Et donc, selon toi, combien gagnent les marketeurs en France là? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as des prédictions encore? La petite boule de cristal de Douchan ou quoi? Franchement, j'en sais rien. C'est-à-dire que certains, tu peux vérifier parce que j'imagine que leurs sociétés sont accessibles. Tu peux avoir les chiffres, non? La réalité de ça, elle est où? La différence entre le chiffre d'affaires Après, et il y a combien tu gagnes en chiffre d'affaires, combien il te reste dans la poche après, combien après impôt. Tu vois, c'est vachement difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les marketeurs, c'est un peu comme tout. C'est une logique du 80-20. C'est-à-dire que tu as 20% des marketeurs qui gagnent 80% des revenus. Et à mon avis, dans ce cas, c'est même beaucoup plus que ça, quoi. Moi, je pense que la 95-5, 90-10. Ouais, la plupart des gens qui sont positionnés dans ce domaine-là, de près ou de loin, ils gagnent à peine leur vie. Ils gagnent leur vie. Ils sont contents avec 2 000 euros par mois, tu vois, en France. Ok. Ce qui est bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais enfin, ceux-là, si eux, ils viennent te dire, ouais, découvre comment devenir millionnaire grâce à Internet, il y aura un gros problème de crédibilité. Ok. Selon toi, c'est 90% du marché gagne plus ou moins son SMIC, son beau SMIC, mais son petit SMIC à 2 000 euros. Ouais, ils se sont remplacés à un travail, ce qui est franchement, pour déjà bien. C'est le but ultime. Ouais. Et moi, d'ailleurs, je soutiens ça. Moi, j'ai jamais voulu être millionnaire. Tu vois, si ça arrive parce que c'est la conséquence de ce que je fais, cool, mais c'est pas mon but, j'en ai rien à cirer d'être millionnaire. Donc, tu vois, je vais pas dire que c'est pas bien parce qu'il gagne, entre guillemets, peu, mais en tout cas, c'est clair que le mythe du marketeur en mode Lamborghini, machin. Et toi, du coup, c'est quoi tes objectifs aujourd'hui ou demain, si tu es OK pour en parler, en termes de CA, de taille de société? Est-ce que tu te vois avec des gros bureaux, plein d'employés? Est-ce que tu restes tout seul, beaucoup de liberté? Et quel palier financier tu as envie d'aller chercher? Tu peux nous partager ça? En fait, moi, mon but, c'est d'être agile. Donc, c'est moi, je préfère gagner moins et puis pas avoir d'employés, pas avoir de locaux, pas avoir de gros frais fixes inutiles. C'est vraiment d'être agile pour pouvoir. Moi, je voyage beaucoup, mais je suis pas en mode nomade. Tu vois, j'ai mon appart en Suisse, j'ai mon bureau dedans et tout. J'ai une base. Ensuite, je bouge beaucoup, effectivement. Mais mon but, en fait, moi, c'est plutôt le temps, là. Mon challenge, c'est plutôt de me libérer du temps. C'est pas de gagner plus d'argent, c'est de me libérer du temps pour pouvoir me consacrer à un nouveau projet. Donc, ça veut dire que je dois pouvoir automatiser, changer un peu mon business model, etc. pour pouvoir me consacrer un peu plus à ce nouveau projet, qui est un projet vraiment c'est une autre mission, en fait. C'est vraiment une autre mission. Et, en fait, pour moi, le luxe, c'est de pas avoir besoin de choisir. C'est de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et du coup, gagner plus d'argent, ce serait peut-être une stratégie qui me permettrait de faire ça, mais je pense que là, mon challenge, c'est vraiment d'avoir plus de temps pour démarrer ce nouveau projet. Donc là, je suis pas en recherche de gagner plus, en gros. Okay. C'est vraiment plus de temps pour moi. Ouais.
Un challenge d'ailleurs que beaucoup vivent. Alors on va reprendre un petit peu les questions rapidement. Vous n'êtes pas très réactifs aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? On est 70 connectés en live. Merci à tous d'être connectés avec nous. Pensez à mettre un énorme pouce en dessous de cette vidéo. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Laissez un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo et puis dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez appris ou les questions que vous souhaiteriez nous poser. Dans tous les cas, on va revenir bien évidemment avec plaisir par la suite. On a, ça fait très marketeur pour le coup, mais il y a quelqu'un qui me dit Enzo, je compte acheter ta formation, la qualité sera au rendez-vous, j'en suis sûr. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour exploser les résultats avec cette formation? Et j'imagine avec les formations en général. Greg qui nous dit après même question pour d'autres formations. Alors pour le coup l'aquarium du coup est une formation e-commerce débutant. Ce que je te recommande, c'est de... Malheureusement, hein, tu me dis, mis à part le passage à l'action massive, ça va être ça. L'e-commerce aujourd'hui, le problème c'est que tu as certainement 8 milliards d'idées dans la tête de ce que c'est, de ce que ça représente comme travail. Et la seule façon que tu aies des résultats, c'est que tu te confrontes à la réalité du marché très très vite. Donc mon invitation, c'est d'essayer de vendre tes premiers produits le plus rapidement possible. Et moi, pour te donner un ordre d'idée, c'est que moi mes premiers produits, je ne les ai pas vendus avec de la publicité, ni sur Facebook, ni sur Google, ni avec un placement de produit. Je les ai vendus sur Messenger, comme ça. Tout. J'ai envoyé des messages à des gens en essayant de leur dire, parce qu'ils représentaient plus ou moins mon avatar cible, hey, j'ai ce produit là, il est vraiment cool, tu devrais le tester, tu vois. Et c'est tout en fait, c'est comme ça que j'ai vendu mes premiers produits. Et puis ensuite j'ai systémisé et ensuite j'ai créé des trucs qui permettaient d'automatiser les ventes avec la publicité Facebook, etc. Donc mon conseil ce serait lance-toi un challenge sur 30 jours. Ça serait rejoindre notre groupe également de suivi qu'est le Share Club, et puis tu te dis jour 1 sur 30, voilà ce que j'ai fait. Et puis demain, tu fais un autre post, jour 2 sur 30, voilà ce que j'ai fait. Et donc en fait, tous les jours, tu vas raconter aux gens comment tu passes à l'action, ce que tu mets en place, les résultats que tu obtiens. Et tu vas demander au groupe, critiquez-moi, challengez-moi, poussez-moi dans mes retranchements, tu vois. Et donc en fait, tout ça, ton énergie, ta motivation, la motivation du groupe, le fait de suivre la formation et d'appliquer directement ce que tu apprends, je pense pour moi, c'est le meilleur moyen pour passer au niveau suivant et puis avoir des résultats le plus rapidement possible. Voilà. Je vois que t'acquiesces, Dushan, ça te parle, ma méthodologie de travail. Bah ouais. Implémentation rapide, produit minimum viable, échec ou succès, et on recommence et on optimise petit à petit, ouais, clairement. Et l'importance d'avoir des mentors, d'avoir des feedbacks, c'est aussi fondamental. On a Eric qui nous dit en ce moment, je lis Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Eh ben justement, Eric, c'est le livre du mois de mon club de lecture. Dans la tribu, du coup, tous les mois, on lit un livre et on échange sur le sujet. Et c'est effectivement ça. Alors, je suis encore au début, là, je suis un peu en retard. Et effectivement, le début est bien costaud, bien chargé. Mais effectivement, il paraît qu'après, ça se simplifie, entre guillemets, un petit peu. Joe Dispenza, c'est vraiment du lourd. Et effectivement, Rompre avec soi-même et la méditation qui l'accompagne, je pense que c'est vraiment un ouvrage à lire. Et je te le recommande, Dushan. Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Deja de ser tú en espagnol, j'ai pas le nom en anglais, mais tu devrais le trouver en tournant autour de ça, quoi. Et j'ai ma coach en dev perso qui est, je crois déjà, qui va aller ou qui est allé suivre son séminaire aux États-Unis justement. Ok, ouais, c'est du lourd, hein. Les potes qui sont allés faire son immersion assez avancée là à $10,000, c'est de la magie, quoi, paraît-il. On a Crew Genesis qui dit Tribu Power. Salut à tous les membres de la tribu, ça fait plaisir de vous retrouver ici, gros bisous. Quelles sont les bases du marketing, qui nous dit Nino? Il nous l'a dit, Dushan, hein, il nous a parlé de persuasion, il nous a parlé de comprendre ce que fait que quelqu'un achète, et puis effectivement trouver le moyen de le faire passer d'une étape à l'autre. Et puis c'est 80% du boulot, je ne peux que lui donner raison. Steph qui nous dit quels sont les meilleurs mentors pour apprendre à se former ou à se lancer dans l'e-commerce. Alors moi je te dirais, Dushan, quels sont selon toi les meilleurs mentors dans le marketing de façon globale et générale en ce moment en francophonie et aux États-Unis? Qui est-ce que toi tu suis? Alors en francophonie, moi déjà quand même, ce serait bizarre si Commençons par la base. Il faut quand même commencer par la base, n'est-ce pas? Non, en francophonie,
Honnêtement, je suis pas hyper fan du marché francophone parce que la plupart des gens ils font que repomper ce que font d'autres francophones. Tu vois, il y a des gens qui, par exemple, moi j'ai beaucoup importé des trucs, Sébastien il a beaucoup importé des trucs, et après tu as des gens qui recyclent ça et qui font un peu à leur sauce. Et du coup, c'est de l'importation d'importation parce que nous, on apprend auprès des Américains. Donc moi, je vous dirais, si vous pouvez, aller voir directement à la source et ensuite vérifier en francophonie parce que des gens comme, je sais que moi je le fais, je peux pas parler pour les autres, on vérifie que les techniques américaines, on les teste sur le marché francophone et on les adapte. Parce que souvent, quand tu prends les trucs tels quels, ça marche pas. Donc il faut aussi pouvoir avoir ce truc d'adaptation. Au niveau anglophone, moi je suis un grand fan de Ryan Dice, donc le digital marketer. Je trouve que c'est extrêmement, sa méthodologie est extrêmement forte. Je veux dire, il a tout popularisé en marketing ces dernières années. C'est lui qui a les meilleurs résultats, les meilleures techniques, etc. Je suis un grand fan de Frank Kern parce que très old school. C'est la nostalgie. Ouais, mais en fait, il a changé pas mal parce qu'il était old school en mode. En fait, quand il avait l'air d'être un gars aligné, il l'était pas, et maintenant il l'est, et c'est vachement intéressant. Parce que quand il jouait son rôle de hippie surfeur californien, avec les cheveux longs et tout. Mais ça reste un pro, même si maintenant il est plus business, ça reste un pro de la vente douce. Il a une manière de vendre, c'est de la virtuosité, c'est esthétique, j'ai envie de dire, c'est orgasmique quand tu le vois vendre parce que tu remarques rien et il cartonne. Et puis moi j'aime vraiment les gens old school parce que franchement il y a rien besoin d'autre. Tu vois, des Dan Kennedy, des John Carlton en copywriting, incroyable. Gary Albert, j'imagine. Gary Albert, ouais, clairement. Tout ça, c'est des gens, je veux dire, on peut plus apprendre. Jay Abraham, il y a un bouquin de Jay Abraham. Vous voyez, quand je vous dis que je les lis, c'est pas des décorations, c'est des vrais bouquins. Ce bouquin-là de Jay Abraham, ça t'apprend plus que sur le business que n'importe quoi d'autre. C'est genre, tu lis ça et c'est comme si tu avais fait un MBA en business à l'université. C'est vraiment hallucinant. Je vois que tu as le bouquin également de Russell Brunson juste derrière toi. Moi, j'ai été impressionné par le nombre d'informations qu'il y a dans Internet Marketing, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses Dotcom Secret? Est-ce que tu recommandes ces bouquins qui sont vraiment accessibles, pas très chers, une quinzaine d'euros? Est-ce que tu recommandes, par exemple, le Dotcom Secret de Russell Brunson? Ouais, oui, ils sont carrément bien pour le prix, c'est une énorme valeur pour le prix. Le Dotcom Secret, je suis un peu moins fan parce que ça s'adresse un peu en mode opportuniste, genre j'aimerais gagner de l'argent sur Internet. Je préfère le Expert Secret, par contre, vu qu'il s'adresse que à des gens qui ont déjà une expertise, il part moins dans tous les sens et il est vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment le bouquin que j'aurais voulu écrire si je devais en écrire un, c'est vraiment ça, c'est pour les experts qui veulent diffuser leur message. Ouais. Peut-être que je l'écrirai, peut-être que je le mettrai au menu de cette année ou de l'année prochaine. Allez, on compte sur toi, Dusan. On a quelqu'un qui nous dit, je pense que Dusan a du sang tchèque. C'est vrai ou pas? Du sang tchèque? Oui. Absolument. Ouais, quel marketeur tchèque recommandes-tu si tu en connais? Je suis désolé, je connais aucun marketeur tchèque. Je parle pas bien la langue du tout, donc je peux pas recommander. Je sais pas du tout comment est le business en République tchèque. Merci beaucoup en tout cas Dusan, c'était un plaisir de t'avoir pour découvrir un petit peu plus les coulisses du marketing. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie, c'est rempli de pépites, il y a plein de bon sens, il y a plein de bonnes informations. J'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir avec nous dans le chat, n'hésitez pas à le mettre. Mettez un maximum de cœur là pour Dusan, faites-lui des bisous, mettez-nous des merci. Et puis on se retrouve dès demain. Dès demain, on enchaîne à la même heure, 18h, pour un nouveau live avec une nouvelle personnalité à découvrir. Demain, on va parler de vivre de sa passion. Est-ce que tu as déjà développé, toi, des business passion? Alors là, pour le coup, c'est la natation. Tu vois, apprendre aux gens à nager sur Internet, un business passion. Est-ce que tu as déjà... Alors, on a Tonton, comment il s'appelle, là, qui a fait son business sur le jardinage. Est-ce que toi, tu as déjà poussé ou développé des business passion sur Internet? Non, pas encore. Là, je suis en train, à part tout ce qui est psychologie, persuasion, etc. Là, je suis en train de le faire justement maintenant avec la dimension survie. Et je suis en train de préparer aussi quelque chose sur le thème. Là, c'est plus à but non lucratif. C'est sur le thème de l'anti-braconnage, de la lutte contre le braconnage. Voilà. Bah super. Au plaisir de pouvoir suivre toutes tes aventures. En tout cas, Dusan, est-ce que tu as comme mot de la fin, c'est quoi ta définition d'une tribu? Ma définition d'une tribu, c'est un groupe de gens qui...
un groupe de gens qui sont plus forts ensemble que s'ils étaient seuls chacun dans leur coin. Super. Eh bien, merci beaucoup à toi, Dushan, en tout cas. Good vibes, il y a énormément de cœur là. Il y a des femmes qui se mettent nues dans le chat pour toi, qui t'envoient leur soutien-gorge en pleine tête. Et on les remercie avec beaucoup d'amour. Et puis, il y a aussi des hommes bien virils et poilus qui te font des bisous. Donc voilà, merci beaucoup, Dushan. On se retrouve très très vite. Et puis, les amis, comme d'habitude, stay tuned et la programmation qui est en dessous. On se retrouve toute la semaine pour des lives. À vous de passer à l'action du coup pour faire changer votre vie. Merci beaucoup, Dushan. Ciao, ciao. Merci Enzo, merci tout le monde. Alors les amis, cet épisode avec Dushan vous a plu, vous avez aimé les petites pépites qu'il a pu nous partager, que ce soit son histoire ou les arnaques et les abus qu'il y a eu dans l'industrie. Moi j'ai trouvé vraiment cette rencontre et cette discussion hyper intéressante et hyper passionnante. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous. Et je vous rappelle, dites-moi quel sera le prochain invité du Super In The Show interview. Mettez dans les commentaires juste en dessous le commentaire qui aura le plus de likes avec une personne à inviter. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est possible pour avoir cette personne bien de l'autre côté de la caméra. On se donne rendez-vous les amis dans le prochain épisode dans une semaine. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires et pour votre amour. On se dit à très vite. Ciao à tous.